Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce nouveau webinaire de l'assurance maladie, hein. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire, hein. Ça faisait un petit moment qu'on en avait pu faire. Avant de commencer, si vous pouvez juste nous faire un petit point sur le son et sur l'image, donc bien nous préciser si vous nous voyez bien, si vous nous entendez et si vous avez bien le support sous les yeux. Donc, avant de commencer, on va peut-être se présenter pour les employeurs qui ne nous connaissent pas. Alors, je laisse du coup ma collègue se présenter. D'accord. Donc, moi, je suis Caroline Marini. Donc, nous sommes deux référents employeurs sur le site de la Moselle. On est là donc pour vous accompagner, vous proposer des webinaires. On travaille en binôme avec Mathieu et on fait en général 2 webinaires par mois. Voilà, donc moi, je suis Mathieu Kiffer, donc référent employeur sur le site de Metz à la CPM de Moselle. Donc, au niveau du webinaire, du coup, je laisse Caroline vous Oui. préciser comment va se dérouler la prochaine heure. Alors voilà, donc on va vous présenter un petit peu ce webinaire. Donc, il y a un support qui va vous être diffusé à l'écran, à savoir que le support, vous allez bien évidemment pouvoir le télécharger. C'est-à-dire qu'à l'issue du webinaire, vous allez recevoir une enquête de satisfaction. Et sur cette enquête, vous allez donc avoir un lien à copier dans un navigateur et vous pourrez télécharger le support. Au niveau du replay, donc, il faut savoir que tous nos webinaires sont disponibles sur YouTube en replay. On attend aujourd'hui à peu près 270 personnes. Le webinaire devrait durer à peu près 45 minutes de présentation. Et à l'issue du webinaire, on prendra un temps nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas toujours à poser vos questions par l'icône questions et réponses. Soit on y répond tout de suite, soit on y répondra à l'issue. Voilà, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Écoute, non, je voulais juste remercier pour les premiers retours, hein. Vous nous confirmez que du coup, l'image et le son, c'est top. Donc, super, hein, on vous remercie. Et puis du coup, on souhaite encore la bienvenue aux employeurs qui nous ont rejoints en cours de route. Et puis du coup, on va tout de suite vous présenter le programme donc, du webinaire. Donc, dans un premier temps, on fera un petit point sur tout ce qui est prescription d'arrêt de travail, hein. Donc, on reviendra essentiellement sur qui peut prescrire, combien de temps, hein. On reviendra sur tous ces éléments. Les obligations, donc aussi bien les obligations côté assuré, donc pour vos salariés, que les obligations employeurs, hein, pour un arrêt maladie. On abordera avec vous l'ouverture des droits, hein, donc qu'est-ce qui permet d'étudier les droits aux prestations en espèces pour un arrêt maladie. On abordera les salaires de référence avec notamment le calcul des indemnités journalières maladie. Et puis, on finira sur la durée d'attribution. On a beaucoup de questions souvent sur combien de temps la CPM vous indemnisez. Et on reviendra en dernière partie sur la durée d'attribution pour le versement des indemnités journalières. Voilà, donc ça, c'est le programme du webinaire d'aujourd'hui. Et puis, du coup, on va tout de suite démarrer. Et c'est Caroline qui débute avec les prescriptions d'arrêt de travail. Voilà, donc on a voulu un petit peu rappeler, donner la définition d'un arrêt de travail. Donc, un arrêt maladie, c'est un arrêt de travail délivré par un médecin suite à la constatation que l'état de santé du patient n'est pas compatible avec la pratique de son travail. La durée de l'arrêt de travail donc, est variable selon la gravité de son affection. On a fait un petit point également pour vous préciser qu'est-ce qui est considéré comme un arrêt maladie également. Donc, il faut savoir qu'un bulletin d'hospitalisation, c'est un arrêt maladie initial, que la cure thermale peut donner droit à des indemnités journalières. Simplement, nous avons besoin d'une attestation de présence de cure établie par le centre thermal. Et à savoir que le droit aux indemnités journalières pendant une cure thermale dépend bien évidemment des ressources du foyer. C'est-à-dire que vos salariés qui souhaitent faire des cures, donc vous nous envoyez une demande de cure que le médecin leur a prescrit. Sur cette demande de cure, ils vont devoir indiquer les ressources du foyer. En fonction des ressources, nous, on va étudier le droit aux prestations en espèces. Autre précision également sur les cures thermales, il faut savoir que si la cure est hors du département, l'arrêt enregistré sera allongé de 2 jours, un jour avant et un jour après la cure pour le trajet. Petite précision, juste les certificats, enfin les attestations de présence pour les cures, pensez bien à rappeler à vos salariés Oui, qui doivent nous les transmettre à l'issue de la cure thermale, parce que souvent on réceptionne vos attestations de salaire et il nous manque ce justificatif pour enregistrer les dates de la cure et voir si du coup il y avait le droit aux indemnités journalières. Donc bien penser à rappeler à vos salariés qu'ils doivent transmettre aussi bien les bulletins d'hospitalisation, parce que souvent c'est ils ne nous les pareil, oui. transmettent pas non plus, et les attestations de cure. Voilà.
Alors, l'incapacité de travail doit donc être constatée et justifiée pour une durée déterminée par un professionnel de santé exerçant une profession médicale et inscrite à un tableau de l'ordre qui lui est propre. Qui peut donc prescrire des arrêts maladie? Un médecin généraliste ou son remplaçant, un médecin spécialiste, un médecin hospitalier, un chirurgien dentiste ou une sage-femme. Alors, petit point sur le début de l'arrêt de travail. Alors, ça c'est la règle générale, l'arrêt de travail démarre toujours à la date de l'examen médical de constatation de l'incapacité de travail. Concrètement, le médecin y reçoit son patient le 2 juin et qui souhaite lui prescrire un arrêt de travail, il doit dater l'arrêt de travail au 2 juin. Donc, il doit vraiment mettre la date à laquelle il voit son patient, donc c'est-à-dire votre salarié. Par contre, petite tolérance de manière très exceptionnelle. Donc, dans les cas où le patient n'a pas pu rencontrer son médecin, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut prendre un rendez-vous, parfois il y a parfois un petit peu d'attente, ou si votre salarié a vraiment un état incompatible pour se déplacer et voir son médecin le jour même, eh ben, le médecin il peut vraiment, à titre exceptionnel, dater l'arrêt d'1 ou 2 jours avant la consultation ou 1 jour après. Donc concrètement, s'il reçoit son patient le 2 juin, il faut quand même qu'il date l'arrêt du 2 juin. Par contre, il faut qu'il indique sur l'arrêt de travail qu'il le fait démarrer 1 jour avant. Donc, il va mettre arrêt débutant ou à compter du 1er juin. Il peut que faire démarrer 1 jour ou 2 jours avant ou 1 jour après. Au-delà, il n'y a pas de délai de tolérance. Nous, on reçoit un arrêt où le médecin fait démarrer l'arrêt 5 jours avant ou 3 jours après. Nous, on retourne l'arrêt à l'assuré en lui demandant de faire revoir les dates parce qu'il n'est tout simplement pas recevable au niveau de l'assurance maladie. Normalement, les médecins n'ont pas à dater au-delà de 2 jours avant ou 1 jour après la date d'examen médical. Voilà, donc ça, c'est vraiment un délai de tolérance. Mais normalement, le médecin doit toujours dater à la date de consultation. Au niveau des arrêts, lorsque votre salarié il a un arrêt de travail, donc en version papier, il faut savoir qu'il y a 3 volets. On refait un petit point. Donc, sur le coin, donc le premier volet ici, c'est les volets assurance maladie. Donc, il y a 2 volets qui sont destinés au service administratif et au service médical. Par contre, sur ces éléments, enfin, sur ces Volets. formulaires, sur ces volets, il y a des éléments que vous, employeur, vous n'avez pas. Donc, on va notamment retrouver tout ce qui est les éléments d'ordre médical. Donc, on va avoir notamment si c'est en lien avec une ALD. Et on va également avoir un petit peu plus bas le motif médical. Donc, ça, c'est vraiment destiné c'est vraiment indiqué sur les volets destinés à l'assurance maladie. Vous, au niveau employeur, vous n'avez pas ces informations médicales. Par contre, il faut tout de même être vigilant quand vous réceptionnez votre volet 3 aux 2 coches ici. Parce que du coup, la première coche, c'est si c'est en rapport avec un état pathologique résultant d'une grossesse. Et à ce moment-là, il faudra nous faire une attestation au risque maternité. Par contre, si c'est coché en dessous, lié à un accident de travail ou une maladie professionnelle, donc c'est la coche qui est un petit peu plus bas, ici. Du coup, il faudra nous faire une attestation au risque accident de travail et maladie professionnelle et également tout de suite faire une attestation au risque maladie. Comme ça, le temps de l'instruction du dossier, nous, on peut déjà faire des paiements en maladie. Petite précision, les arrêts de travail peuvent être dématérialisés directement par le professionnel de santé. Donc, nous, c'est ce qu'on préconise au niveau assurance parce qu'il y a beaucoup d'avantages à faire de la dématérialisation. Donc, les 3 gros avantages, c'est que déjà, les médecins, ils nous les transmettent sous 48 heures. Donc, du coup, on y reviendra après, mais ça limite les envois tardifs pour les arrêts papier parce que souvent, les assurés, nous les transmettent pas dans les délais et souvent, on est obligé d'appliquer des sanctions et des avertissements. On reviendra après sur cette obligation qu'a l'assuré de nous transmettre le volet dans les 48 heures. Mais du coup, par voie informatique, ça nous parvient sous 48 heures. Ça permet aussi la clarté des éléments. Souvent, sur les volets papier, l'écriture des médecins n'est pas spécialement lisible ou souvent, elle laisse doute ou interprétation sur les chiffres. Quand c'est par voie dématérialisée, eh ben, les chiffres, c'est de façon informatique, donc il n'y a pas de doute sur les dates de début ou de fin. Et ça permet de lutter également contre la fraude. Tout simplement, votre salarié ou l'assuré, il n'a pas la possibilité de modifier un chiffre pour essayer de rajouter des jours à l'arrêt maladie. Donc, nous, on préconise vraiment au niveau des professionnels de santé de nous transmettre les arrêts de travail par voie dématérialisée.
Et dernière précision que je ferai au niveau des arrêts de travail, hein, c'est attention, hein, le volet 3 n'est pas exploitable par l'assurance maladie, hein. Comme je vous l'ai indiqué, il y a beaucoup d'informations médicales qui figurent sur les volets 1 et 2 qui vont nous permettre d'exploiter un arrêt de travail et de l'enregistrer, hein, par exemple si c'est lié à une ALD ou non. Et vous, sur le volet 3, cette mention ne figure pas. Donc du coup, vous n'avez pas à nous transmettre le volet 3, ce n'est pas la peine de nous le De vous les transmettre. transmettre. Parce que du coup, nous, on les clôture sans suite, hein, on ne peut pas les exploiter au niveau de notre service contrôle, ça ne passe pas. Donc, même s'il nous manque l'arrêt, il faut vraiment inviter vos salariés à nous transmettre les volets 1 et 2. Voilà au niveau des arrêts de travail. On va peut-être répondre, on a quelques petites questions avant d'enchaîner sur les prescriptions. Est-ce qu'une sage-femme a droit de prescrire un congé pathologique? Alors non, je réponds tout de suite. Effectivement, alors avant, les sages-femmes ne pouvaient pas prescrire d'arrêt D'arrêt. au-delà de 15 ou 10 jours, je Oui. ne sais plus. C'est fini. Maintenant, les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts maladie pour une durée illimitée. Par contre, attention, une sage-femme ne peut pas prescrire un arrêt pathologique, Pathologique, un arrêt voilà. en rapport avec un état pathologique lié à la grossesse. Elle ne peut que prescrire des arrêts en maladie. Si jamais on réceptionne un arrêt qui est prescrit par une sage-femme, En coché, pathologique. coché, Mhm. on est obligé de le retourner à l'assuré pour demander à ce que la sage-femme revoie l'arrêt maladie. On ne peut pas l'enregistrer en l'état. En tant que tel. Frédéric nous demande, a-t-on le droit de communiquer avec un salarié en arrêt de travail? Si oui, de quelle manière pour ne pas commettre d'erreur? Donc ça, nous, on ne va pas du tout pouvoir prendre position dans cette situation. Normalement, un salarié qui est en arrêt de travail, il est en arrêt de travail, on ne doit pas spécialement communiquer avec. Voilà. Il doit Maintenant, par contre quand même vous informer qu'il est en arrêt de oui, travail et vous donner les prescriptions médicales, les volets 3. par contre, si vous voulez communiquer avec lui tout au long de son arrêt, c'est vous qui voyez avec le salarié si il accepte de répondre au téléphone ou de répondre à ses mails. Mais en soi, l'arrêt maladie, normalement, il ne doit pas travailler ou même répondre. Après, ça va être aussi, ça va dépendre de la relation que Oui, vous que vous avez avez avec… avec le salarié en question, hein. Ça va dépendre aussi parfois de la taille de l'entreprise. Parfois, dans les oui. petites entreprises, il y a peut-être une proximité qui existe, qui est peut-être plus installée que pour les grandes entreprises. Ça va dépendre de votre relation avec le salarié. Alors, pour l'arrêt pour cure hors département, de notre côté, on saisit avec les 2 jours en plus ou seulement ce qui est écrit sur le document que le salarié nous remet. Donc, on a dit pour les cures hors département, en fait, vous avez l'attestation de cure. Donc, si c'est une cure Amnéville, vous saisissez les dates exactes, hein, puisqu'il n'y a pas de jours de tolérance en plus sur Amnéville. Par contre, hors du département, effectivement, vous avez votre attestation de cure. Vous pouvez rajouter 1 jour ou 2 dès lors que c'est hors du département. Alors, Voilà. est-ce qu'un médecin peut prescrire un arrêt de travail en téléconsultation? Oui. Il n'y a pas de conditions ou de limites au niveau de l'arrêt. Ça, on n'a pas connaissance. Par contre, en téléconsultation, effectivement, un médecin peut bien évidemment prescrire un arrêt de travail. Alors, j'en profite tout de suite à répondre, enfin, pour répondre à Camille, hein, qui demande pourquoi l'ALD n'est pas visible. Bah, tout simplement parce que c'est du domaine médical. Vous, en tant qu'employeur, vous n'avez pas à avoir connaissance si votre salarié a une ALD ou non et si l'arrêt est en rapport avec cette ALD ou non. C'est vraiment du domaine médical au niveau du code du travail et au niveau légal. Vous, en tant qu'employeur, vous n'êtes pas tenu informer s'il y a déjà une ALD et si l'arrêt est en rapport avec une ALD. C'est vraiment, voilà, si le salarié souhaite vous indiquer cette information, il peut vous la donner, mais du coup, pour le secret médical, vous, en tant qu'employeur, vous n'aurez jamais l'information si déjà il y a une ALD au dossier de votre salarié et si l'arrêt est en rapport ou non avec une ALD. Alors oui, mais il n'y a pas les 3 jours de carence en ALD. Effectivement, hein, on va y revenir. Dès lors qu'il y a un arrêt initial payé en rapport avec une ALD, on va donc appliquer une fois la carence. Ensuite, si le salarié représente un arrêt en rapport avec une ALD, une rechute ALD, c'est ce qu'on appelle rechute ALD, on ne va pas réappliquer une carence. Donc, vous, en tant qu'employeur, effectivement, vous allez supposer, effectivement, il y a une ALD puisqu'on m'a payé la carence. Mais c'est pas on n'a pas diffusé quelque chose ou trahi un secret professionnel. Alors, Cathy, votre question, pour un salarié avec multi-employeurs, doit-il nous le mentionner? L'arrêt doit être bien communiqué à tous ses employeurs. Qu'en est-il s'il est en arrêt dans notre collectivité, mais pas chez les autres employeurs?
est-il en faute professionnelle? Alors là, il y a beaucoup Ouais, d'éléments à répondre pour cette question. Alors déjà, un salarié qui a plusieurs employeurs, il n'est pas tenu de vous informer qu'il travaille chez d'autres employeurs, hein. C'est vraiment à sa discrétion, hein. Il peut vous informer qu'il travaille chez d'autres employeurs. Par contre, il n'est pas obligé obligé. c'est pas une information qu'il est obligé de vous communiquer. Par contre, effectivement, s'il a un arrêt de travail, il doit transmettre un volet 3 à chacun des employeurs. Sauf, et c'est vraiment une exception, le médecin, il peut autoriser l'assuré à être en arrêt de Travailler. travail chez un employeur, mais pas chez les autres. Par contre, il y a des conditions, c'est-à-dire qu'il faut que la nature du travail entre les emplois soit vraiment différente. Je vais peut-être donner un exemple. Nous, on avait, il y a quelque temps, un exemple en Moselle. On avait, je crois que c'était un joueur de foot qui était également facteur. Il s'était blessé en jouant au foot, donc il avait un arrêt pour le domaine sportif, hein, parce que je crois qu'il Mm. était joueur professionnel, mais il pouvait continuer à faire son travail administratif en tant que facteur. Donc, du coup, le médecin lui a prescrit un arrêt. Non, c'était un arbitre de foot, je Oui, crois. un C'était un arbitre. arbitre, hein. Mm. Donc, du coup, il avait un arrêt de travail pour le côté sportif, hein, au niveau de son contrat arbitre, mais il pouvait continuer à travailler au niveau du courrier, au niveau de son emploi administratif. Donc, le médecin, il Il doit doit le vraiment préciser sur l'arrêt de préciser travail, en fait. sur les nouveaux formulaires, hein, c'est vraiment précisé. Je crois que je peux peut-être revenir. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, si je me rappelle bien, Caroline, tu peux peut-être m'aider. Alors, est prescrit. C'est indiqué, il me semble que c'est indiqué quelque part. Alors, je vais peut-être cacher, mais normalement, il y a activité Autorisé. autorisée Voilà. quelque part, sortie autorisée, c'est Si, mais pas c'est ça, ça. activité autorisée. Là, vous, activité autorisée, Euh, oui, à je- partir du, Voilà, mais en tout cas, le médecin, voilà, c'est il doit le ici. préciser, en fait. C'est ici, hein. Le médecin, il doit indiquer si il autorise une activité professionnelle chez un autre employeur et à partir de quand, sur quelle mention. Donc, du coup, le médecin, il peut prescrire un arrêt pour un employeur, Et le salarié mais peut autoriser travailler. à Bien. continuer son activité chez un autre employeur. Donc, vous, si votre salarié il est en arrêt chez vous, bah, il va vous donner le volet 3 en mentionnant qu'il est en arrêt. Par contre, à son autre employeur, il ne va pas donner son volet d'arrêt de travail, ou il peut lui donner pour l'indiquer que voilà, il est en arrêt de travail chez l'autre employeur, mais que le médecin l'a autorisé à poursuivre son activité professionnelle chez ce deuxième employeur. Et au niveau des modalités administratives, seul l'employeur chez qui il est en arrêt de travail, chez qui il a eu un arrêt de travail, hein, où il n'a pas eu de l'autorisation De de travailler. poursuivre son activité professionnelle, seul cet employeur devra faire une attestation de salaire. Chez l'employeur chez qui il va continuer à De travailler, travailler. chez qui il est autorisé par le médecin à travailler, bah, cet employeur ne va pas faire d'attestation de salaire parce que tout simplement, il n'est pas en arrêt maladie. Alors, Marie nous demande, bon, on y répondra plus tard, le bulletin d'hospitalisation peut-il être considéré comme une prolongation? Donc, effectivement, quand on a, on va en parler tout à l'heure, un arrêt initial, ensuite on a un bulletin d'hospitalisation tout de suite après l'arrêt initial, effectivement, on va considérer cette hospitalisation en prolongation. Mais si on a juste une hospitalisation, c'est un arrêt initial. On va continuer peut-être parce Oui, qu'on a pas mal bah de questions justement, et on y répond par la suite. on va voir comment on enregistre du coup les arrêts, donc surtout les arrêts de prolongation. Donc du Voilà. coup, je te Alors, laisse. lorsqu'un avis de prolongation ne succède pas directement à l'arrêt initial, il existe donc une tolérance qui permet de rattacher cette prolongation à l'arrêt initial et de couvrir les jours de la période d'intervalle. Cette tolérance s'applique uniquement dans les cas ci-dessous. Donc, on vous a résumé les cas où on peut effectivement combler un jour, férié ou non, 2 jours pour le week-end, 2 jours sur un jour de week-end, un jour férié ou non férié, 2 jours sur un jour férié, un jour non férié, ou 3 jours sur un week-end, plus un jour férié ou non férié. En résumé, on vous a fait une petite frise. On a donc un arrêt initial du 1er au 3. Ensuite, on a une prolongation qui arrive à compter du 7. Donc, on a 3 jours. Étant donné qu'on est sur de la prolongation, week-end plus un jour, on va donc pouvoir combler ces 3 jours. On aura donc un arrêt maladie continu du 1er au 9. Voilà, donc ça, Par c'est vraiment parce que c'est une prolongation. prolongation. Par contre, si on a l'arrêt de travail initial du 1er au 3 et que votre salarié présente un arrêt initial à compter du 7, donc là, on est sur de l'initial ou un bulletin d'hospitalisation,
on ne pourra malheureusement pas combler les 3 jours, le week-end plus un jour, puisqu'on repart en initial. Donc, il va falloir nous faire une nouvelle attestation de salaire avec un dernier jour de travail à la veille du nouvel arrêt, soit le 6. On réappliquera également une carence sur la journée du 7, 8, 9. Voilà. Donc, il faut vraiment que ce soit un arrêt de prolongation pour pouvoir éventuellement couvrir les jours d'intervalle. Du coup, j'en profite pour vous parler également, donc petite précision, hein, le bulletin d'hospitalisation est considéré comme un arrêt initial. J'en profite pour du coup vous parler de l'essai de reprise. Ça peut vous arriver. Donc, qu'est-ce que c'est l'essai de reprise? Donc, c'est-à-dire que votre salarié reprend son travail, son activité professionnelle après un arrêt maladie. Si, à l'issue de cette reprise de travail, il estime que son état de santé ne permet pas de continuer la reprise de son activité professionnelle, il peut retourner voir son médecin pour avoir un nouvel arrêt de travail. Par contre, si le médecin y coche ce nouvel arrêt de travail en prolongation, et que la reprise n'excède pas 48 heures, alors au niveau CPM, on va pouvoir raccrocher cette prolongation à l'arrêt initial et du coup, on va neutraliser le délai de carence. Donc, je fais toujours un exemple, hein, c'est toujours un petit peu plus parlant avec un exemple. Donc ici, on a un arrêt du 1 jusqu'au 5. À l'issue de son arrêt, logiquement, le salarié, il va reprendre le travail. Par contre, il va voir que finalement, la journée de travail ne s'est pas bien passée et du coup, il décide d'aller chez son médecin le 7 pour avoir un nouvel arrêt de travail. Si le médecin y coche un arrêt de prolongation, à ce moment-là, nous, au niveau CPM, on va considérer que cette prolongation, elle peut être rattachée à l'arrêt qui était initialement prescrit déjà du 1 au 5. Et du coup, au niveau de l'indemnisation, on va indemniser du 1 au 5. La journée où il a repris va être à la charge de l'employeur. Et par contre, on va reprendre l'indemnisation du 7 au 9, mais on va raccrocher cette prolongation à l'arrêt initial et on ne va pas indemniser avec un délai de carence. On va tout de suite reprendre le 7, 8 et 9, l'indemnisation sans réapplication du délai de carence. Alors, vous, au niveau employeur, il faudra quand même faire une attestation de salaire pour nous indiquer qu'il a repris le 6. Mais nous, on va voir qu'on a comblé, comme on aura une prolongation et qu'une journée, Caroline l'a dit, on peut combler. Nous, on va voir que sur la journée qu'on a comblée par un arrêt de travail, vous avez indiqué qu'il a repris. Donc, du coup, nous, on va neutraliser cette journée parce qu'il a repris et on va pouvoir neutraliser, du coup, l'application du délai de carence et reprendre l'indemnisation tout de suite. Donc, ça, c'est pour l'essai de reprise de moins de 48 heures. Pareil, si c'est un arrêt initial, par contre, on ne peut pas couvrir. On considère que si le médecin il prescrit un initial du 7 au 9, à ce moment-là, c'est pour une autre pathologie. Donc, nous, on va repartir sur un nouvel arrêt avec l'application d'un nouveau délai de carence. Et vous, au niveau employeur, il faudra également nous faire une nouvelle attestation avec un dernier jour de travail à la veille au 6. Donc là, par contre, si le médecin il coche en initial, on ne pourra pas neutraliser seulement la journée de reprise. Là, on va repartir sur un nouvel arrêt avec un délai de carence. Donc, être vraiment attentif au niveau des coches que le médecin émet. Quand c'est des initiaux, on ne peut jamais couvrir ou neutraliser des journées. On repart forcément sur un nouvel arrêt de travail avec le délai de carence. Par contre, pour les prolongations, on peut éventuellement raccrocher la prolongation à l'arrêt qui précède. Alors, on a Fabien qui nous dit qu'il a eu récemment une prolongation où il y avait 6 jours entre les deux. Donc là, effectivement, pour nous, on ne va pas pouvoir combler, hein. Comme on l'a vu plus haut, on ne peut pas combler à 6 jours. Voilà, on rappelle la règle, hein, c'est 3 jours grand Grand maximum, maximum. avec dans les 3 jours au moins un week-end et un jour férié ou non férié. Alors, Corinne nous demande si cette tolérance existe aussi pour les accidents ou les maladies professionnelles. Donc, non. On parle uniquement des prescriptions d'arrêt de travail en maladie, hein. Cette tolérance n'est pas pour les accidents de travail et maladies professionnelles. Alors, effectivement, Fabien nous précise que l'agent ne pouvait pas avoir de rendez-vous avant. Malheureusement, l'agent devait s'organiser, mais 6 jours, malheureusement, ne comblera pas. Voilà, alors comme je le disais, hein, s'il ne pouvait pas avoir de rendez-vous avant, le médecin est Voilà. autorisé à prescrire 1 ou 2 jours avant ou il peut prescrire l'arrêt le lendemain. Mais au-delà du délai de ces 2 jours avant ou 1 jour après, il ne pourra pas prescrire, hein. Le salarié est quand même tenu d'aller voir son médecin le plus rapidement possible, hein. S'il ne vient pas travailler et qui, pour une raison liée à son état de santé, il est censé quand même rencontrer son médecin traitant
ou un médecin spécialiste ou un autre médecin assez D'accord. rapidement, hein. Il ne Mm. faut pas qu'il attende 7 8 jours parce que là, effectivement, ça va poser un problème au niveau de la prescription d'arrêt de travail et du coup, ça va le faire basculer chez vous en absence non justifiée, hein. Donc, il faut vraiment, s'il ne vient pas travailler pour des raisons liées à son état de santé, il faut qu'il rencontre un médecin rapidement pour avoir un arrêt de travail, hein. Il faut qu'il fasse constater son incapacité de travail par un professionnel de santé. Pareil, si l'arrêt intervient 4 jours après ou 3 jours en semaine, on ne va pas pouvoir combler, hein. On vous a bien mis les cas où on comblait. Là, on ne pourra pas. Donc, on va repartir en initial pour nous et il faudra donc réétablir une nouvelle attestation de salaire. Voilà. Alors, les jours fériés, hein, c'est pareil, on y a répondu, on avait mis Oui, les exemples, hein, jours fériés, on peut couvrir. Voilà, il faut vraiment se référer. On vous enverra le diaporama, hein, vous pourrez le télécharger à l'issue pour vraiment voir les cas qu'on comble ou qu'on ne comble pas, hein. On peut couvrir de 1 à 3 jours en fonction des week-ends et des jours fériés. alors la prolongation ne doit pas obligatoirement avoir été prescrite par le médecin qui a prescrit l'arrêt initial, hein. À l'époque, c'était ça, c'est-à-dire qu'il y a 3 4 ans, le médecin qui avait prescrit l'arrêt initial devait forcément prescrire l'arrêt de prolongation. Là, maintenant, ce n'est plus le cas. Le médecin prescrit un arrêt initial et votre salarié peut aller chez un autre médecin faire prescrire une prolongation. Nous, au niveau assurance maladie, on considère que le médecin qui prescrit la prolongation a analysé, enfin, a vu qu'il y avait une incompatibilité à poursuivre, enfin, à reprendre le travail. Donc, il peut prescrire une prolongation, même si ce n'est pas lui qui avait prescrit l'arrêt précédent. On ne fait plus d'investigation au niveau CPM. Dès qu'on a des arrêts de prolongation, on les enregistre, on fait confiance, hein, on n'est pas médecin, on fait Mm, confiance mm. aux médecins. Et s'ils prescrivent des arrêts de prolongation, nous, on les enregistre. Il n'y a plus de recherche spécifique si c'est eux qui avaient prescrit l'arrêt précédent ou non. Alors effectivement, on nous dit que si le CERFA reçu n'est pas cohérent au niveau initial ou prolongation, hein, exemple, en arrêt du 1er au 8, le médecin prescrit une prolongation au 12. Nous, si on ne va pas combler, en fait, il faudra le traiter en initial, hein, et nous renvoyer une attestation de salaire Donc, avec un dernier jour à la veille, hein, c'est-à-dire au 11. au 11. Voilà. S'il ne rentre pas dans les cas où on comble, c'est-à-dire les 3 jours maximum où on peut combler, effectivement, vous allez devoir gérer cette prolongation en initiale. Alors, ça, on a répondu. On va peut-être, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de questions sur les Eh ben, arrêts. Alors, écoutez, est-ce on qu'on va aura encore continué un petit voir, on peu? va vous faire un petit test pour voir Oui. si ça a été clair ce qu'on vous a expliqué. Donc, du coup, je laisse Caroline expliquer le petit cas. Alors, donc votre salarié présente un arrêt de travail du lundi 1er mai au vendredi 5 mai. Ensuite, il présente un bulletin d'hospitalisation à compter du mardi 9 mai jusqu'au 31 mai. À savoir que le lundi 23 mai, c'est le lundi de Pentecôte, donc c'est un jour férié. Donc, l'arrêt du 9 mai, il sera indemnisé en continu du 1er au 31 mai. Il sera indemnisé avec l'attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 30 avril et en réappliquant un délai de carence du 9 mai au 11 mai. Ou alors, il sera indemnisé avec une nouvelle attestation de salaire précisant un dernier jour de travail au 8 mai et en réappliquant un délai de carence. Alors, on vous laisse le temps de répondre. Alors, nous, on voit les réponses. On n'a rien dit. Pour l'instant, on n'est pas bon. Oh, Donc, on vous laisse quelques instants répondre, hein. Il n'y a pas oui, c'est juste pour de voir si piège. ce qu'on a dit, c'était un petit peu clair. Si vous vous trompez, ce n'est pas bien grave. On Non. prendra l'explication, hein. Il n'y a pas de souci. Et puis, on répondra à vos questions. C'est juste pour voir si on était à peu près clair dans nos explications, hein. Donc, n'hésitez pas à répondre, hein. Donc, je vais Je vais mettre clôturer au sondage. le sondage. Donc, je laisse encore. Hop, je mets fin. Je vous 18. partage les résultats. Donc, on avait 73% qui ont répondu le choix 1, un petit 8% pour le choix 2 et 19% pour la réponse numéro 3. Alors, du coup, on va vous donner, j'arrête le partage. Donc, la bonne réponse, c'était la réponse numéro 3. Alors, du coup, on On va va… vous expliquer pourquoi, en pourquoi? fait. Donc, effectivement, donc, il y avait un arrêt de travail du 1er mai au vendredi. Donc là, pas de souci, votre salarié, c'est son premier arrêt de travail, il est en arrêt. Par contre, il a un bulletin d'hospitalisation à compter du 9. Donc, on vous avait informé, hein, le bulletin d'hospitalisation, c'est toujours considéré comme un arrêt initial. Au niveau réglementaire, hein, la CNAM a estimé que si c'était une hospitalisation programmée, ce n'était pas forcément en lien avec le premier arrêt de travail, la pathologie pour le premier. Et pareil,
S'il est hospitalisé d'urgence à partir du 9, ce n'est pas forcément en lien. Donc, la CNAM a statué, les bulletins d'hospitalisation, c'est toujours des arrêts initiaux. Ce n'est jamais forcément un rapport avec l'arrêt qui était prescrit avant. Donc, du coup, non, il ne fallait pas répondre la première réponse. Du 1 au 31, non, il y a un trou entre les deux arrêts. Il y a le 6, 7 et 8 qui ne sont pas couverts, étant donné que le bulletin d'hospitalisation n'est pas un arrêt de prolongation. Donc, il y a 3 jours qui ne sont pas prescrits. Donc, non, l'arrêt ne sera pas indemnisé du 1 jusqu'au 31 mai. Ce n'est pas la bonne réponse. On ne peut pas couvrir vu que c'est un bulletin d'hospitalisation. Le deuxième arrêt, l'arrêt sera indemnisé avec l'attestation de salaire avec un dernier jour au 30 et on réappliquera le délai de carence. Non. Alors, effectivement, on réappliquera un délai de carence parce qu'on repart sur un arrêt initial. Par contre, vous, en tant qu'employeur, il faut nous faire une nouvelle attestation de salaire avec un dernier jour à la veille de l'hospitalisation, étant donné que la période n'est pas couverte. Donc, du coup, il faudra faire une attestation de salaire avec un dernier jour au 8 mai. Si je ne me trompe pas, oui, le 8 mai. Donc, à la veille du bulletin d'hospitalisation. Donc, du coup, la troisième réponse, c'était la bonne réponse à donner. Donc, l'arrêt sera indemnisé du 9 mai, donc le bulletin d'hospitalisation sera indemnisé donc, avec une nouvelle attestation de salaire avec un dernier jour à la veille, c'est-à-dire au 8 mai, et on va réappliquer un délai de carence. Donc, j'espère que, je ne sais pas si j'ai été clair dans les explications, j'espère que du coup, c'est un petit peu plus clair pour vous. Après, voilà, nous, on vous donne les règles de la CPM. Je sais qu'elles ne sont pas toujours évidentes et elles ne sont peut-être pas toujours jugées justes, mais voilà, les bulletins d'hospitalisation, c'est toujours des arrêts initiaux et du coup, s'il n'est pas tout de suite accolé à l'arrêt précédent, du coup, il faut nous faire une nouvelle attestation et on repartira avec un nouvel arrêt maladie et un nouveau délai de carence. Alors, on a une question de Michel qui nous dit si vous ne comblez pas une prolongation, si on ne comble pas, vous le traitez en arrêt initial, faut-il que le salarié refasse un arrêt de travail initial? Donc non, nous, on va utiliser sa prolongation faite par le médecin traitant, mais comme on ne comble pas, on le fera repartir en initial. Pas besoin que le salarié retourne chez le médecin traitant, en fait. On va continuer la suite, Mathieu? Oui, on continue. Si jamais il y a des questions, on y reviendra en fin de webinaire, pas de panique. Alors, du coup, on va aborder avec vous les obligations. Donc, aussi bien donc, les obligations assurées, c'est-à-dire de votre salarié qui est en arrêt de travail, et puis les obligations, vos obligations à vous, c'est-à-dire les obligations employeurs. Donc, du coup, les obligations du salarié. Votre salarié a quand même des obligations quand il est en arrêt de travail. Déjà, il doit respecter les heures de sortie autorisées ou la présence obligatoire. À savoir, les assurés en temps partiel thérapeutique ou en maternité ne sont pas concernés par ces heures de sortie ou de présence obligatoire. Au niveau des heures de présence obligatoire à son domicile, donc normalement, c'est de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Le médecin peut également autoriser des sorties sans restriction horaire. C'est précisé sur l'arrêt de travail. Votre salarié doit bien évidemment se présenter aux convocations du service médical. D'ailleurs, sur la convocation est évoqué le fait qu'en cas de non-présentation au service médical, les indemnités journalières sont suspendues à compter du jour de la date de convocation. Alors, j'en profite juste pour rajouter, si jamais il ne se rend pas à la convocation médicale, la convocation du service médical et qu'au niveau CPM, on suspend les indemnités journalières, s'il y a une subrogation, vous, en tant qu'employeur, vous avez un courrier qui vous informe qu'on suspend les indemnités journalières à compter de telle date. Par contre, vous n'avez pas le motif. Vous, en tant qu'employeur, vous n'avez jamais le motif du pourquoi on suspend, on arrête les indemnités. Vous avez juste un courrier vous informant qu'il n'y a plus d'indemnité journalière à compter de cette date, mais il n'y a pas le motif sur votre notification employeur. Voilà, c'était la petite précision que je voulais donner. Alors, votre salarié s'engage à ne pas travailler pendant l'arrêt. L'inobservation de cette règle entraîne la retenue totale des indemnités journalières et l'assuré est passible d'une pénalité financière comme le prévoit le Code de la sécurité sociale, l'article L114-17-1. Le salarié ne doit pas travailler dès lors qu'il est en arrêt, sauf, comme on l'a précisé auparavant, s'il est multi-employeur et que son médecin l'autorise à travailler le deuxième, là, il peut. Ouais. Mais sinon, aucune activité. Ça fait partie du coup des activités autorisées, si c'est prescrit, si c'est noté sur le volet. Travail. Voilà. Et il doit bien évidemment envoyer l'avis d'arrêt de travail sous 48 heures, car il risque des sanctions après un premier avertissement en cas d'envoi tardif
la CPM appliquera des sanctions à 50% ou 100% sur les indemnités journalières. Alors, bah, tout de suite, on va tout de suite enchaîner avec un petit focus sur les sanctions, hein, et sur les envois tardifs pour vous expliquer un petit peu bah, quand c'est qu'on fait un avertissement, une sanction ou une sanction de 100% ou 50%. Donc déjà, il faut savoir qu'au niveau CPM, on est relativement souple, hein. On estime qu'il y a un délai de tolérance au niveau de la réception des avis d'arrêt de travail qui est porté à 15 jours. Donc attention, c'est juste un délai de tolérance. Votre salarié, lui, il doit bien nous transmettre les volets d'arrêt de travail dans les 48 heures. Mais nous, compte tenu des délais postaux, des délais d'acheminement et du traitement au niveau des documents par la CPM, on estime qu'on est assez souple et on estime qu'il y a 15 jours. On peut tolérer 15 jours entre le moment où votre salarié a eu son arrêt de travail et au moment où on le réceptionne. On est quand même assez souple avant de considérer un arrêt tardif. Donc concrètement, les 16 jours, je reviens, donc c'est 15 jours, hein. Donc le premier jour, c'est le jour où le médecin est prescrit l'arrêt de travail. Donc on va compter à partir un arrêt de travail prescrit le 1er mai, Oui. le mois précédent, donc le 1er mai. Donc on a 15 jours pour réceptionner l'arrêt de travail. Si nous, au niveau CPM, on le réceptionne le 15 mai, à ce moment-là, pas de souci, on considère qu'avec les délais, on ne considérera cet arrêt comme non tardif. Donc ça, c'est des délais vraiment nationaux, hein. Ce n'est pas juste pratiqué au niveau de la Moselle, c'est vraiment des délais au niveau national. Donc si l'arrêt de travail qui est daté du 1er mai est réceptionné le 15 mai par l'organisme de sécurité sociale, c'est bon, on l'enregistre, pas de sanction, pas En d'avertissement. fait, les sanctions vont arriver à partir du Du 16e 16e jour. jour, dès Si on le lors qu'on réceptionne, réceptionne le voilà, 16e jour. le 16e jour, bah là, du coup, on va du coup considérer que l'arrêt est tardif et on va faire des avertissements ou des sanctions. Attention, juste petite précision, si le dernier jour du délai qu'on compte, c'est-à-dire que le 16 tombe sur un samedi, dimanche ou un jour férié, à ce moment-là, on prolonge ce délai et on va jusqu'au jour ouvrable qui suit, c'est-à-dire au lundi qui suit. Donc, si le 16, c'est un samedi ou un dimanche, bah, du coup, nous, on va tolérer qu'on puisse réceptionner l'arrêt jusqu'au 17, hein, jusqu'au lundi 17, par exemple. Mais c'est uniquement si le 16e jour tombe sur un Samedi, samedi, dimanche ou jour dimanche ou jour férié. férié. Et attention, petite précision, les sanctions ne s'appliquent jamais sur un bulletin d'hospitalisation. Souvent, les bulletins d'hospitalisation sont délivrés à la sortie, hein, il y a un bulletin final. Parfois, donc, il ne peut pas être donné dans les délais. Parfois, les hôpitaux ne les donnent pas tout de suite ou Mm. l'assuré oublie de nous les transmettre ou pour des raisons de santé, ils ne peuvent pas nous transmettre le bulletin d'hospitalisation. Donc, Donc, du il n'y a pas de coup, sanction, en voilà, fait. au niveau CNAM, ils ont décidé que pour les bulletins d'hospitalisation, il n'y aura jamais de sanction ni d'avertissement. Les bulletins d'hospitalisation ne seront jamais considérés comme tardifs. Alors, du coup, quand c'est qu'on applique des sanctions ou des avertissements? Eh bien, du coup, dès qu'on va réceptionner le premier arrêt, donc après 16 jours, donc nous, au niveau CPM, on va simplement faire un avertissement. Le premier arrêt tardif fait l'objet d'un avertissement pour dire à votre salarié, attention, l'arrêt a été réceptionné tardivement au côté CPM, enfin niveau CPM. On vous rappelle que vous avez 48 heures pour transmettre les justificatifs. Du coup, si dans les 24 mois, il y a un nouvel arrêt tardif, et bah, du coup, on va le sanctionner. Donc, c'est vraiment juste un courrier d'information à l'assuré pour l'informer qu'il y a des obligations à respecter au niveau de l'envoi de son arrêt de travail. Et du coup, là, il a déjà fait l'objet d'un premier arrêt tardif. Donc, on l'informe juste qu'il y a un avertissement. Par contre, si dans les 24 mois, il récidive et qu'il nous transmet un arrêt tardif, et bien là, du coup, on va passer du coup sur des sanctions. Donc, du coup, le deuxième arrêt tardif qui est réceptionné dans les 24 mois après l'avertissement, et ben, on va faire des sanctions. Alors là, attention, on va faire deux types de sanctions, soit une sanction 50%, soit une sanction 100%. Donc, 50%, c'est si l'arrêt qui est réceptionné tardivement est reçu avant la date de fin de cette prescription. Concrètement, c'est-à-dire qu'il a un arrêt qui arrive tardivement, donc il a un arrêt prescrit du 1 jusqu'au 31 mai. L'arrêt arrive le 29 mai, donc au moment où elle le réceptionne, il est bien tardif, hein, parce qu'on aurait dû le réceptionner avant le 16 mai. On le réceptionne le 29 mai, donc il est très tardif. Mais du coup, étant donné qu'il court encore, hein, étant donné que l'arrêt va jusqu'au 30 mai, il n'est pas terminé, donc on va seulement sanctionner 50% entre le moment du début de l'arrêt et le moment de la date d'envoi. Donc, c'est écrit ici, on va sanctionner donc la période écoulée entre la date de début de la prescription et la date d'envoi, donc sera réduit de 50%. Par contre, si l'arrêt au moment de la réception est déjà terminé, hein, c'est-à-dire que votre salarié avait un arrêt du 1 au 15 et qu'on le reçoit le 29 mai, bah là, du coup, l'arrêt sera terminé, hein. Quand on le réceptionne le 29 mai,
l'arrêt est terminé. Donc là, du coup, ça fera l'objet d'une sanction 100%. En fait, on n'indemnisera pas du tout, ça partira à 0 €, sanctionné 100%. Donc ça, c'est pour les deuxièmes envois tardifs. Donc, premier cas, on fait un avertissement. À partir du deuxième envoi tardif, 50% 100%. si l'arrêt est toujours en cours, 100% si l'arrêt est déjà terminé au moment de sa réception. Et Troisième cas. puis, troisième cas, alors petite précision, s'il y a une subrogation, vous êtes bien sûr informé en tant qu'employeur, hein, il y a un courrier qui part à l'adresse postale de l'entreprise. Par contre, hein, comme je l'ai évoqué avant, il n'y aura pas le motif, hein. On ne vous dira pas que c'est sanctionné parce que l'assuré, votre salarié, n'a pas transmis l'arrêt de travail dans les délais. Il y aura simplement une information vous disant que la CPM, elle suspend ou qu'elle interrompt ou qu'elle diminue de moitié l'indemnisation pour telle période. Il y aura juste l'information, mais pas le motif du pourquoi on sanctionne ou pourquoi. Voilà. Alors justement, je rebondis, Mathieu, parce que Muriel nous demande, nous avons reçu un courrier d'arrêt d'indemnité. Que pouvons-nous faire si le salarié ne nous donne pas le motif d'arrêt? Nous, Ben, malheureusement, on prévient le salarié, on lui donne vraiment le motif. Et vous, employeur, comme le dit Mathieu, on vous dit juste qu'on ne payera pas. Il faut insister auprès du salarié. Le salarié doit vous dire pourquoi, malheureusement, il n'a pas, il a pas d'indemnité journalière qui vont être versées. nous, au niveau CPM, on ne pourra pas vous donner Voilà, le le motif, en motif, hein, fait. parce qu'il y a plusieurs motifs, hein, comme je le dis, hein, il y a la convocation médicale, s'il ne s'y rend pas, on suspend les indemnités. Il y a les délais, s'il ne transmet pas à temps, eh ben, on va sanctionner aussi. Et s'il a épuisé ses droits, on viendra en dernière Voilà. partie, ben, il n'y aura peut-être plus d'IJ non plus. Donc, il y a plusieurs motifs, hein, pour lesquels vous pouvez être dans le cas où la CPM ne va pas indemniser. Par contre, nous, on ne vous donnera jamais le motif. Est-ce que c'est parce qu'il n'a plus le droit? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas envoyé son arrêt dans les délais? Est-ce que c'est parce qu'il ne s'est pas présenté à la convocation du service médical? Nous, le motif, il ne figurera jamais sur le courrier employeur. C'est à vous, employeur, de se rapprocher du salarié pour essayer d'avoir le motif, mais c'est aussi à sa discrétion. S'il ne veut pas vous donner sa notification Ouais. assurée, Ouais. bah, voilà, il n'est pas tenu de vous informer la raison du pourquoi on n'indemnise plus. Par contre, vous, employeur, à vous de vous renseigner au niveau des conventions collectives. Oui, Si en cas de non-paiement, de non-versement de des la caisse indemnités, primaire. voilà, des indemnités journalières de la part de la CPM, est-ce que vous êtes autorisé à reprendre sur les prochains salaires, à faire des retenues pour retenir du coup les indemnités qui ne vous seront pas versées? C'est vraiment au niveau des conventions collectives qu'il faut du coup se pencher pour voir si vous êtes autorisé Mm. à reprendre les indemnités non versées par la CPM. Du coup, tu réponds à la question de Zelda qui demandait en cas de sanction, est-ce qu'il faut maintenir le salaire? C'est dans vos conventions collectives, Collective. en fait. Nous, on ne peut pas prendre position par rapport à ça. Je finis juste encore le dernier cas, comme ça Oui, après on prend les questions s'il y en avait. Et puis après, pour tous les troisièmes arrêts tardifs, alors là, on ne cherche même plus est-ce que l'arrêt est terminé ou pas, hein, qu'il soit reçu avant ou après la date de fin. À ce moment-là, ça sera une sanction 100%, hein. Donc voilà, donc je résume pour être sûr que ça soit clair pour vous. Donc, un arrêt tardif, le premier, avertissement. avertissement. Si dans les 24 mois, il y a un deuxième arrêt tardif, sanction 50% si l'arrêt tardif est encore en cours, sanction 100% si l'arrêt est terminé. Et après, au-delà du troisième, quatrième ou cinquième arrêt tardif, toujours dans les 24 mois Mois. qui suivent un avertissement, là, ça sera de la sanction 100%. Alors, Sandra demande s'il y a sanction, elle s'écrit expressément sur l'attestation d'IJ que le salarié nous dépose. Donc, nous, dès lors qu'il y a sanction, l'indemnité journalière va être soit diminuée de 50%. Donc, sur le relevé d'indemnité journalière, vous le verrez, en fait, que l'indemnité est diminuée de 50. Ou s'il y a une sanction à 100%, l'indemnité journalière sera à zéro. Nous, Donc, on ça, vous verse, hein. pourrez le voir. On Nous, on verse les fait le indemnités. paiement. Le paiement, il part bien. Par contre, il se fait soit à zéro s'il y a une sanction de 100%, soit il se fait à hauteur de 50% du montant de l'indemnité journalière s'il y avait une sanction 50% sur une période. Donc ça, vous pourrez le voir éventuellement sur un bordereau de paiement en cas de subrogation. S'il y a du 50%, ça sera forcément pour un arrêt tardif. Par contre, s'il y a un paiement à 0 €, ça peut être de la sanction 100% pour un arrêt tardif. Par contre, ça peut être Un un fin, 360 voilà, TJ, une bon, fin de droit au niveau des indemnités journalières. Vous n'avez pas forcément le détail. Vous verrez juste que le paiement des indemnités journalières passe à un taux à 0 €. alors, il y a beaucoup d'employeurs qui nous disent qu'effectivement, dès lors qu'il y a subrogation, en fait, c'est l'employeur qui pâtit un petit peu, hein. Si le salarié ne se présente pas à la convocation de service médical, ben, on ne peut plus payer. S'il y a des sanctions, on est conscient de ce problème, en fait, hein. On est conscient que ce n'est pas de votre faute, employeur. Votre salarié ne respecte pas ses obligations, notamment l'envoi dans les délais ou les convocations. Malheureusement, nous, on doit bloquer les indemnités journalières. On n'a pas le choix.
Après, c'est en interne chez vous. Est-ce que vous avez le droit de retenir dès lors que la CPM n'a pas payé? Nous, on ne rentre pas là-dedans. Voilà. Je propose qu'on avance parce que Oui, je vois parce que le temps qui oui, oui. passe. Donc, du coup, je le rappelle, hein, donc s'il y avait une subrogation, hein, bien sûr, vous vous êtes informé qu'il y a une suspension ou en tout cas que les indemnités ne seront pas versées sur telle ou telle période, hein. Alors, on passe à la partie obligation de l'employeur. Les obligations employeurs, donc ça, ce sont vos obligations à vous. Alors, en cas d'arrêt de travail pour maladie de votre salarié, vous devez bien effectivement établir une attestation de salaire. Donc, soit par signalement DSN, soit de saisir directement sur Net Entreprise. Et dans le cas des arrêts de plus de 6 mois, donc on demande également aux employeurs de faire une attestation de salaire de plus de 6 mois. Donc, sur Net Entreprise, vous pouvez la faire directement en saisissant. En DSN, cette attestation de plus de 6 mois, elle est générée automatiquement. Donc, vraiment, on vous encourage à faire des signalements DSN parce que vous n'avez plus à faire cette attestation. Elle est générée automatiquement dès lors que l'absence est indiquée dans les logiciels de paye. Si votre salarié reprend le travail par anticipation avant le terme de l'arrêt de travail, vous devez également nous l'indiquer par une reprise anticipée. Donc, pareil, sur Net Entreprise, vous allez saisir une reprise anticipée. Et dans votre signalement de DSN aussi, il faut obligatoirement nous signaler une reprise de travail anticipée afin qu'on puisse interrompre le versement des indemnités journalières et parfois même faire des indus, donc Ouais. soit employeur, soit salarié. C'est ce que j'allais rajouter, hein. Il faut vraiment déclarer cette Le reprise plus tôt possible, en anticipée fait. le plus rapidement, hein. Dès que vous avez connaissance que votre salarié met un terme à son arrêt et qu'il reprend le travail de façon anticipée, il faut vraiment nous indiquer cette reprise très rapidement pour que nous, au niveau CPM, on stoppe les indemnités journalières. Journalière. Voilà. Alors, l'ouverture Sur des des droits. droits. Alors, quand c'est que la CPM va payer des Oui. indemnités journalières? Alors, donc l'ouverture de droits, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est déterminée par le dernier jour de travail que vous allez nous indiquer sur l'attestation de salaire. Donc, on a juste voulu faire un petit récapitulatif sur le dernier jour à indiquer. La règle générale, en fait, le dernier jour de travail se situe toujours à la veille de l'arrêt de travail. On a notre exemple. Mon salarié est absent le lundi 15 février au matin. On a un arrêt de travail initial. Il va donc falloir faire une attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 14 février. Sauf, et ça répondra à une question qu'on avait, si le salarié a déjà entamé sa journée de travail, c'est-à-dire qu'il est venu travailler le 15, il se rend chez son médecin le soir après sa journée de travail. Donc, le médecin va faire un arrêt de travail au 15, puisqu'il l'a bien vu le 15 le lundi soir. Par contre, vous allez devoir donc indiquer le dernier jour de travail réel. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il faudra indiquer le 15 février. Au niveau des ouvertures de droits, donc là, on va parler des arrêts inférieurs à 6 mois et des salariés cas standard. Qu'est-ce qu'on entend par cas standard? C'est des salariés qui ont un emploi régulier. Contrairement aux activités discontinues, donc cas standard, contraire, discontinu. Discontinu, ça va plutôt être des intérimaires, des assistantes maternelles, des emplois CESU. Donc là, on part sur du cas standard. Pour un salarié standard, l'étude pour le versement aux indemnités journalières pour un arrêt inférieur à 6 mois s'effectue sur les heures effectuées sur les 3 derniers mois ou sur les salaires cotisés au cours des 6 derniers mois. Donc, en gros, votre salarié, pour un arrêt de moins de 6 mois, il doit avoir fait 150 heures au cours des 3 mois précédant l'arrêt, ou alors il doit avoir cotisé 1015 fois le SMIC au cours des 6 mois civils. Exemple, votre salarié est en arrêt au 15 juillet. On va donc étudier son ouverture de droit sur la période d'avril, mai, juin, pour voir s'il a effectué 150 heures. S'il a effectué 150 heures, on va pouvoir verser. Par contre, si votre salarié n'a pas effectué 150 heures, on va réétudier les droits sur le SMIC. On va vérifier de janvier à juin qu'il est bien cotisé sur 1015 fois le SMIC. Si une de ces deux conditions est remplie, votre salarié a droit aux indemnités journalières. Pour les arrêts supérieurs à 6 mois, attention, à 6 mois d'arrêt, il faut savoir que la caisse primaire réétudie les droits aux prestations en espèces. Il y a une condition administrative et une condition médicale. La condition administrative, qu'est-ce qui se passe? On va déjà vérifier que votre salarié est bien immatriculé depuis au moins 12 mois à titre personnel à la date de l'interruption de travail. En plus, il doit avoir travaillé 600 heures
au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt ou avoir cotisé 2030 fois le SMIC horaire sur les 12 mois civils précédents. Donc, sur notre frise, on reprend notre frise, on a toujours notre arrêt de travail du 15 juillet. Il arrive à échéance en janvier, à 6 mois d'arrêt. On va donc rechercher les conditions, les 3 conditions. L'immatriculation 12 mois, l'ouverture de droit sur 6 mois et en plus, on a cette obligation médicale. Le service médical doit nous donner un accord pour une poursuite de l'arrêt au-delà de 6 mois. Voilà les conditions pour les arrêts de plus de 6 mois. Voilà, donc du coup, pour un arrêt de juillet, on va étudier de juillet 2021 jusqu'à juin 2022, donc sur les 12 derniers mois. Donc, les conditions administratives, est-ce qu'il a fait 600 heures ou est-ce qu'il cotise sur 2030 fois le SMIC? Et c'est un et 12 mois d'immatriculation. Et après, il faut aussi un accord du service médical. Donc, il y a vraiment 3 conditions. Ça, c'était pour les cas standards. On a juste voulu aussi vous parler, si vous en avez dans vos entreprises respectives, des salariés discontinus tels que intérimaires, assistantes maternelles. Voilà. L'étude se fait en fait un peu comme sur du plus de 6 mois, c'est-à-dire qu'on va étudier les droits. Votre salarié doit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt ou avoir cotisé sur un salaire égal à 2030 fois le SMIC. Voilà, ça c'est pour les arrêts inférieurs à 6 mois. Et pour les arrêts supérieurs à 6 mois, ça va être la même chose, sauf qu'on a toujours cette condition médicale et cette condition d'immatriculation. Ça, c'est pour les salariés discontinus. Voilà, donc finalement, c'est la même au niveau des arrêts de 6 mois. On va toujours étudier sur l'année. Par contre, un standard, l'étude pour un arrêt de moins de 6 mois va se faire sur 3 mois et un discontinu, un intérimaire, va se faire d'office sur 12 mois. Voilà, et bien écoutez, maintenant qu'on a parlé de la période de référence, on va tout de suite passer sur les salaires pour le calcul de l'indemnité journalière. Alors, au niveau des salaires, donc les salaires pris en compte pour le calcul, tout simplement, ils vont correspondre au salaire de la période de référence. Donc, pour un salarié standard, on va prendre les salaires sur les 3 mois qui précèdent l'arrêt. Par contre, pour un salarié donc dit discontinu, donc c'est toutes les situations un petit peu particulières, les intérimaires, les césules, les VRP, tout ce qui est discontinu, là, les salaires de référence, ça va être les salaires des 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail. Attention, les salaires qui sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière, elles se font sur la base du salaire soumis à cotisation pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Et ils sont bien sûr plafonnés. Donc, on vous a mis l'historique des plafonds pour le calcul. Donc, actuellement, pour le calcul d'une indemnité journalière, en mai 2023, le plafond il est à 3 144,96 €. Donc, c'est juste à titre informatif qu'on vous met les plafonds. Au niveau des salariés donc dits standards, donc là, le calcul il se fait sur 3 mois. Par contre, si la période de référence elle est incomplète, à ce moment-là, il faut rétablir le salaire dans les situations suivantes. Donc, si sur les 3 derniers mois, il y avait une nouvelle embauche, donc il faut rétablir l'absence pour le mois de l'embauche. Donc, c'est-à-dire que si votre salarié il démarre en milieu du mois, vous êtes autorisé à rétablir le salaire et à nous indiquer le salaire que votre salarié aurait perçu s'il avait démarré le premier du mois et s'il avait travaillé tout le mois complet. Pour la nouvelle embauche, il y a uniquement une autorisation de rétablir pour le mois de l'embauche. Après, pour toutes les autres absences, vous êtes autorisé à rétablir. C'est-à-dire que s'il y a une absence en maladie, maternité, paternité, il faut rétablir l'absence. S'il y a une absence pour la journée citoyenne, vous pouvez rétablir l'absence. Pour les absences liées aux accidents de travail ou les maladies professionnelles, les fermetures temporaires de l'établissement, que ce soit des congés payés ou des intempéries, excusez-moi. Pour toute absence autorisée ou pour d'un temps partiel thérapeutique, pour une période de chômage, du chômage partiel, et pour une grève. La grève étant autorisée, elle peut donner lieu à un rétablissement. Les seuls cas où vous ne devez surtout pas rétablir le salaire, c'est pour toutes les absences injustifiées, non autorisées et non payées par vous, employeur, pour les mises à pied et pour la journée de solidarité. C'est les seules absences où vous n'êtes pas autorisé, où il ne faut pas rétablir le salaire. En DSN, tout se fait automatiquement. Tout est paramétré dans votre logiciel. Donc, s'il y a une absence, le système rétablit d'office et indique un salaire rétabli comme si le salarié n'avait pas eu l'absence autorisée. Au niveau du calcul. Alors, comment on va calculer une indemnité journalière? L'indemnité journalière maladie est égale à 50% du revenu d'activité antérieure. Elle est due pour chaque jour, ouvrable ou non.
Le revenu d'activité antérieure représente le revenu moyen que percevait votre salarié avant son arrêt maladie. Alors, il est égal à la somme des salaires de référence, toujours limité au plafond comme le disait Mathieu, divisé par le nombre de jours de la période. Donc, pour un salarié cas standard, on a estimé la période à 3 mois, donc le diviseur sera 91,25. Pour les salariés discontinus, je rebondis en même temps pour répondre à la question de Flavie. Pour les VRP, effectivement, on travaille sur 12 mois. Donc, ça équivaut à un salarié discontinu. Les VRP, c'est bien 12 mois. Donc, on prend notre somme de salaire limitée au plafond, on divise par 91,25 pour un cas standard et on prend 50% de ce revenu. Concrètement, comment ça? Ah oui, le calcul. Alors, petit rappel, voilà. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire, Caroline. Oui. Je reste sur la slide là, du coup. Oui, voilà. Alors, donc, on résume. On prend les trois sommes des salaires, on divise par 91,25, on redivise par 2 et on a l'indemnité journalière versée. En maladie. En maladie. À savoir qu'effectivement, l'indemnité journalière est soumise aux prélèvements sociaux, 0,5% de la CSG RDS et 6,2% au titre de la CSG. Les indemnités journalières sont soumises à l'impôt sur le revenu, sauf si elles sont en lien avec une affection de longue durée exonérante. On vous a mis également un petit chiffre utile, notamment sur les indemnités journalières minimum et l'indemnité journalière maximum. Donc, pour l'indemnité journalière minimum, il faut savoir qu'en maladie, l'assuré qui est en arrêt de travail ne peut pas percevoir, à compter du premier jour du 7e mois d'incapacité continue, une indemnité journalière inférieure à l'IJ minimum fixée par notre arrêté du Code de la sécurité sociale. L'indemnité minimum est égale à 1,365e du montant minimal annuel de la pension d'aval. Donc, l'IJ minimum, c'est pour janvier 2023, 10,24 € par jour. C'est-à-dire que votre salarié qui a un très petit salaire, si pendant 7 mois, enfin les 6 premiers mois, il aura une IJ qu'on a calculée à 8 €, voilà. Du coup, les 6 premiers mois, il va avoir une IJ à 8 € et à partir du 7e mois, l'IJ va être, je ne peux pas dire majorée, mais du coup, elle va basculer à 10 € parce que c'est vraiment l'IJ minimum qu'on doit verser à partir du 7e mois. Il y a une IJ minimum à verser qui prend effet au premier jour du 7e mois d'arrêt de maladie. Au niveau de l'IJ maximum, pareil, on va prendre donc toujours les salaires qui ne doivent pas dépasser le plafond. L'indemnité journalière maximale versée au 1er mai 2023 sera de 51,70 €. Voilà, donc si votre salarié a des salaires à 5 000 €, si pour les 3 mois, les salaires sont supérieurs à 5 000 €, du coup, ils seront plafonnés à 3 000 quelque chose. On vous a mis les chiffres. Et du coup, quand on reprend les indemnités, les salaires plafonnés au SMIC, au plafond du 1er mai 2023, du coup, on a une indemnité journalière maximum de 51,70 €. Alors, du coup, au niveau des salaires de référence, alors là, on va juste encore faire un petit exemple avec vous. On va vous faire participer. Oui. Donc, ici, on a un exemple. Donc, vous avez un arrêt du 11 décembre 2022. Donc, du coup, logiquement, vous indiquez un dernier jour à la veille, c'est-à-dire le 10 décembre 2022. La période de référence, du coup, va être septembre, octobre et novembre. Donc, nous, on va étudier les heures et on va prendre les salaires pour le calcul. Donc, du coup, en septembre, on voulait juste un petit peu voir avec vous comment vous rétablissez les salaires et si vous avez tout bon au niveau des attestations de salaire que vous faites sur Net Entreprise. Donc là, ici, on va vous faire participer. Donc, je laisse Caroline lire la question. Alors, dans le cas du salaire de septembre, quel est le salaire que vous allez devoir rétablir? Donc, on voit à gauche salaire de base, prime d'ancienneté, prime qualité, absence maladie, rappel des heures sup en janvier. Quel est le salaire que vous allez devoir indiquer et rétablir? 2100 €, 2200 ou 2300? Voilà, donc là, je rajoute juste un. Donc, du coup, il y a eu une retenue pour une absence maladie, donc de 200 €. Donc, je laisse quelques instants pour répondre. Donc, pareil, si vous vous trompez, ce n'est pas bien grave. On vous donnera la bonne réponse. Donc, je laisse quelques instants. Je vais mettre fin au sondage. Désolé pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Et je vous partage. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a 57% des personnes qui ont répondu 2300 € et c'était du coup la bonne réponse qu'il fallait indiquer. Donc, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, du coup, effectivement, il a un salaire de base. Hop,
à 1800. Donc là, le salaire de base, c'est tout bon, on le prend. La prime d'ancienneté et la prime qualité, ils cotisent dessus. L'absence maladie qu'on a déduit du salaire, bah, du coup, c'est une absence autorisée. Donc, celle-ci, il ne faut pas la déduire. Donc, celle-ci, on ne la prend plus en compte. Et du coup, on reprend bien les rappels des heures supplémentaires hein, de janvier. Donc, du coup, finalement, ici, on a 1800 plus 200, ça nous fait 2000, 2200 et 2300. Donc, ici, l'absence qu'on avait ici, il faut bien la rétablir hein, parce que c'était une absence autorisée. Donc, du coup, ici, le salaire, il va être à rétablir et du coup, il faudra bien indiquer un salaire rétabli à 2300. Donc, du coup, si votre salarié avait travaillé en entier, enfin, s'il n'y avait pas eu l'absence maladie, il aurait eu un salaire à 2300 euros. Donc là, il fallait bien rétablir, c'était une absence autorisée. On va passer sur le mois d'octobre et on va Donc, vous deuxième faire, cas aussi, hein, donc on vous voilà. invite à participer. Donc ici, pareil, quel est le salaire que vous allez indiquer? Donc ici, je laisse Caroline Alors, on a reprendre. un salaire de base à 1800, on a une prime d'ancienneté à 200, on a une absence non autorisée à 200. Quel est le salaire à rétablir pour le mois d'octobre? Est-ce 1800 ou 2000? Donc, je laisse pareil un petit peu de temps. Si vous vous trompez, ce n'est pas bien grave non plus. On est justement là pour corriger hein, s'il y avait des erreurs, hein. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vais clôturer le sondage. Tac. Donc, je vous partage les résultats. Donc là, effectivement, on avait 67% de personnes qui ont répondu, hein, qui ont mis que c'était 1800 euros qu'il fallait indiquer et 33% 2000 euros. Et du coup, donc, je vous confirme, c'était bien 1800 euros qu'il fallait indiquer. Donc, Oui, pourquoi? Eh bien, tout simplement. Donc, comme avant, on a rétabli, bah là, par contre, il fallait surtout pas rétablir, hein, vous vous souvenez, il ne faut pas rétablir les absences non non autorisées. autorisé. Donc, ici, on a 1800 euros. Avec la prime d'ancienneté, on a un salaire de 2000 euros. Par contre, ici, on a une absence qui a été déduite et c'était une absence non autorisée. Donc, celle-ci, il ne faut pas la rétablir. Donc là, du coup, on ne va pas indiquer 2000, on va bien indiquer sur ce qui cotise réellement, c'est-à-dire sur 1800 euros. Donc là, on ne rétablit pas. L'absence étant une absence non autorisée, elle ne donne pas lieu à un rétablissement de salaire. On prendra bien 1800 euros pour le calcul. On fait le troisième mois encore avec vous. Donc là, il n'y a pas de quiz parce qu'il n'y avait pas spécialement de piège. Donc là, en novembre, hein, sur le dernier mois de référence, on a un salaire à 1800 euros, une prime d'ancienneté à 200 euros, on a une prime qualité à 2000 euros 23. 23. Donc du coup, on a un salaire soumis à cotisation au niveau de l'assurance maladie à 4000 euros 23. Donc là, il n'y a rien à rétablir, il n'y a pas d'absence. Donc là, au niveau de l'attestation de salaire, vous mettez bien 4000 euros. Donc, Voilà. pour compléter, Oui, on revient sur la saisie nette entreprise. Donc, toujours dans la première colonne, vous mettez toujours les salaires soumis à réellement. cotisation. Donc, Voilà. ici, il y a simplement à mettre 2100 euros, 1800 et 4000. Et là, du coup, on va simplement, dans l'étape suivante, indiquer les absences pour lesquelles vous allez rétablir. Donc, sur le premier mois, on va indiquer qu'il a effectué 140 heures parce que du coup, il y avait 151 heures au contrat, moins 11h67. Donc, il a réellement effectué 140 heures. Au niveau du contrat, on va mettre les 151 heures qui étaient prévues et du coup, on va rétablir pour l'absence qui était autorisée. Donc, on a un salaire rétabli à 2300 euros. Et on valide. Voilà, et on valide. Le deuxième mois, il y avait une absence, mais c'était une absence non autorisée. On ne Donc, rétablit on ne pas. rétablit pas, donc rien besoin d'indiquer. Et le dernier mois, pas d'absence, donc on ne rétablit pas. Donc, on valide. Et du coup, au niveau de l'attestation de salaire, au niveau assurance maladie, on aura en septembre un salaire établi à 2300 euros qu'on va prendre pour le calcul. En octobre, on va avoir un salaire à 1800 Mm. et en juin, on va avoir un salaire à 4000 euros. Étant donné que c'est un salaire à 4000 euros, il sera plafonné. Donc, on a repris le plafond de 2022. Donc, c'était un plafond à 3022 euros et 11 centimes. Donc, du coup, on va calculer le revenu d'activité antérieure, hein. Donc, on va additionner les trois salaires, hein. Donc, du coup, rétabli et dans la limite du plafond. On On va divise diviser par 91,25. 25 On aura notre gage journalier de base et cette somme, on la divise encore par par 2. 2 et on aura notre indemnité journalière à 39,03 brut. Voilà. Voilà comment se calcule une indemnité journalière. Et sur les 39,03 €, donc il y aura toujours un Oui, prélèvement c'est ce donc qu'on de m'a la dit. CRDS, de la CSG. Et éventuellement, si c'est une indemnité non subrogée, il y aura encore le PASS, si c'est enfin, le PASS, le prélèvement À la à la source. source, si c'est une indemnité qui n'est pas versée dans le cadre d'une affection longue durée exonérante. Voilà. Yvonne et Céline nous disent qu'effectivement, avec la DSN, c'est vraiment pratique. Les signalements DSN, vous n'avez pas besoin de saisir du tout sur Net Entreprise. Les salaires, on le rappelle, sont tirés de vos logiciels de paye. C'est rétabli automatiquement et tout se fait automatiquement au niveau des salaires.
Donc, nous, on vous invite vraiment à faire des signalements DSN parce que du coup, ça évite les erreurs de rétablissement, hein. Tout se fait automatiquement et ça évite aussi les erreurs de calcul, hein, parce que ce n'est pas souvent évident de rétablir un salaire. Et pareil, ça limite aussi les erreurs de saisie, hein. Parfois, il y a des employeurs qui, au lieu de nous indiquer un salaire à 2300, ils vont oublier un zéro, ils vont valider, on va avoir un salaire à 230, hein. Donc, vraiment, nous, on vous encourage à À passer par des favoriser le signalements signalement DSN. DSN. Donc, on a conscience hein, pour les collectivités qui nous écoutent que ce n'est pas possible chez vous, ça on le sait. Pour les autres employeurs non collectivités, favoriser le signalement DSN. Voilà. On passe à la suite, la Et durée on continue, d'attribution. voilà, la durée d'attribution, hein. Donc, ça, c'est une question qui revient très, très souvent de votre côté employeur, hein. Jusqu'à quand vous allez verser les Les indemnités indemnités journalières? journalières. Donc, on revient déjà sur l'indemnisation de base. Alors, le départ de l'indemnisation, donc on est d'accord, on a déjà le délai de carence. Pendant les 3 premiers jours de l'arrêt de travail, les indemnités journalières ne sont pas versées par la caisse primaire. Donc, on a un arrêt à compter du premier. L'indemnisation se fera chez nous, donc on aura une carence le 1, 2, 3. L'indemnisation commencera le 4. Exception par rapport à la carence, on l'avait dit tout à l'heure, la reprise d'activité entre deux prescriptions ne dépassant pas 48 heures, à condition que le deuxième arrêt soit prescrit dans le cadre d'une prolongation, on ne réapplique pas la carence. Et toutes les rechutes pour les arrêts de travail en rapport avec une affection de longue durée, on paye la carence. Voilà, donc il Voilà. faut. Alors, maintenant, au niveau de l'attribution. Alors, attention, il faut distinguer deux choses au niveau assurance maladie. Il faut distinguer les arrêts qui sont non en rapport avec une ALD. Alors, quand nous, ce n'est pas en rapport avec une ALD, on parle d'affection non individualisée. Donc, ça va être pour globaliser, hein, pour vraiment simplifier, ça va être tous les arrêts prescrits pour des petites pathologies, si je peux dire. Donc, ça va être les grippes, les bronchites, les migraines. Donc, toutes ces petites pathologies, Pathologie. voilà, on va considérer que c'est des arrêts de non longue durée pour des petites affections, des affections non individualisées. Donc, tous ces arrêts prescrits dans ce cadre-là, votre salarié, il ne peut que percevoir pour un maximum de 360 jours indemnisés, hein, d'indemnité journalière sur une période de 3 ans et c'est calculé toujours de date à date. Donc, sur 3 ans, nous, on va regarder dans le temps s'il avait perçu 360 IG. S'il ne les a pas perçus à ce moment-là, on peut indemniser. S'il les a perçus à ce moment-là, ce sera un refus. Il aura atteint la durée maximum d'indemnisation. Je prends un exemple, c'est toujours un petit peu plus parlant. Donc ici, en 2018, votre salarié, il s'est absenté donc pour 5 mois. Donc j'ai vraiment fait un arrêt un petit peu long, mais pas au-delà de 6 mois, parce qu'au-delà de 6 mois, on bascule sur de la longue durée. Donc il a un arrêt de 5 mois, donc ça correspond à peu près à 150 IJ. Donc on va dire pour une grippe, hein, par exemple. Donc là, on va regarder sur les 3 dernières années, il n'y avait pas d'indemnité journalière. Donc du coup, l'arrêt sera entièrement indemnisable et du coup, on aura le petit compteur en bas. On aura sur les 3 dernières années un compteur à 150 IJ. En 2019, il se remet en arrêt maladie, donc du coup, de nouveau 5 mois, donc ça correspond de nouveau à 150 IJ, pour toujours une petite pathologie, hein, donc non liée à une ALD. Donc, on va regarder sur les 3 dernières années. On va voir que sur les 3 dernières années, l'année passée, il avait déjà 150 jours. Bon, ici, il a de nouveau 150 jours. On peut indemniser, on n'a pas atteint les 360 IJ. Donc, on peut indemniser. Donc, du coup, on va indemniser et du coup, le compteur, il passera à 300 jours d'indemnité journalière. On se déplace dans le temps. En 2020, il a un arrêt donc de 3 mois. Donc, ça correspond à peu près à 90 jours d'indemnité journalière. Toujours pour une petite pathologie. Donc là, par contre, attention, on va regarder, on va voir que sur les 3, enfin même pas sur juste les 2 dernières années, la CPM a déjà indemnisé 300 jours. Donc là, du coup, on va que pouvoir indemniser les 60 60 jours, jours. les 60 premiers jours. Le compteur, il atteindra du coup 360 jours. Donc, du coup, le reste ne sera plus indemnisé. Donc là, du coup, vous allez avoir un refus. Donc, l'assuré va avoir un refus en disant qu'il atteint la durée maximum d'attribution sur les 3 ans. Et du coup, vous, si vous subrogez l'arrêt en 2020, vous allez avoir un refus disant que la CPM ne peut plus indemniser à compter de cette date. Je vais un petit peu dans le temps pour réexpliquer un petit peu, pour vraiment aller plus loin. En 2021, il va avoir un nouvel arrêt, toujours pour une affection non individualisée. Le début de l'arrêt, du coup, ne sera pas indemnisable parce qu'on aura déjà atteint les 360 jours. Par contre, Du 1er mai. à partir du 1er mai, du coup, on va de nouveau pouvoir indemniser. Pourquoi? Tout simplement parce que les 3 ans vont se déplacer et du coup, les jours qu'on avait dans le compteur ici, ils vont sortir du compteur. Donc, du coup, on va réouvrir des droits
à partir de la date. Nous, on calcule vraiment jour par jour dans l'arrêt sur les 3 dernières années. En fait, on recalcule, on observe la situation jour après jour. Si dans les 3 dernières années, de date à date, il y a 360 IJ, eh ben, on n'a plus de droit, donc la journée ne sera pas indemnisée. Par contre, si dans le 360, dans le compteur de 360, il y a des jours qui sortent et qu'on a pu atteindre ce compteur, et ben, du coup, on pourra réindemniser la journée. Donc, c'est pour ça important. Si votre salarié il a un refus parce qu'il a atteint la journée, il faut quand même qu'il nous donne ses arrêts de prolongation parce que du coup, pendant l'arrêt, eh ben, il peut peut-être se rouvrir des droits parce que dans les 3 dernières années, il y a peut-être des arrêts qu'on avait indemnisés qui étaient dans le compteur sur la journée précédente, mais sur la journée d'après, bah, il y a peut-être une journée qui va peut-être sortir du compteur. Donc, attention, votre salarié peut peut-être se réouvrir des droits pendant un arrêt. Voilà. Donc ça, Donc, c'était pour les affections non individualisées. Donc maintenant, on va vous passer des affections de longue durée puisque ce n'est pas du tout la même chose, comme le disait un des employeurs dans les commentaires. voilà. Alors, pour les affections de longue durée, alors là, c'est vraiment des affections de longue durée, hein. Donc là, ça va vraiment être, donc il y a une liste des ALD exonérantes, hein. Donc, c'est vraiment les 30 affections qui sont reconnues, hein. Donc, ça va être les cancers, tout ce qui est mucoviscidose. Il y aura également le diabète, hein. C'est vraiment les affections de longue durée et qui sont reconnues. Donc, ça, c'est des affections exonérantes. Et par contre, il y a aussi des affections de longue durée qui peuvent être attribuées par notre service médical. Donc, c'est pour des pathologies de longue durée, mais qui ne sont pas reconnues, hein. C'est-à-dire, ça va être par exemple quelqu'un qui s'est blessé à la jambe et qui va être en arrêt plus de 6 mois pour de la rééducation. Donc, il va avoir un arrêt de plus de 6 mois, mais pour une affection de longue durée non exonérante. Donc, attention, dans les ALD, il y a 2 cas. Il y a les exonérantes qui représentent les 30 affections reconnues, hein, qui font partie d'une liste, et les non exonérantes qui peuvent être délivrées par notre service médical. Dans tous les cas, si c'est une infection de longue durée, le médecin il va cocher ici en rapport, pas ici, en rapport ici, sur notre volet 1 et sur le 2. volet au niveau assurance maladie. Par contre, vous, au niveau employeur, Vous ne vous le verrez n'avez pas. pas cette coche. Donc, attention, dès que vous avez un arrêt de moins de 3 jours, il faut quand même faire une attestation de salaire parce que nous, dans le cadre des rechutes, comme l'a dit Caroline d'ALD, nous, on ne réapplique pas le délai de carence. Les arrêts sont indemnisables. Donc, attention, dès que vous avez un arrêt de 3 jours, il faut nous faire une attestation de salaire. Je reviens du coup à la durée d'attribution parce que c'est ce qui nous a intéressé dans ce cas-là. Donc, si c'est des arrêts en rapport avec une ALD, au niveau de la durée d'indemnisation, l'assuré a le droit à 3 ans maximum pour une ALD, une seule. Donc, concrètement, on va reprendre un exemple. Ici, votre salarié, en 2018, il va avoir 2 ans d'arrêt pour un cancer, donc pour une ALD. Donc, nous, par contre, les 3 ans, c'est figé dans le temps. C'est-à-dire qu'ici, il va avoir son arrêt au 1er mai. Il aura des droits aux IJ jusqu'au 30 avril 2021, 3 ans. Tous les arrêts qu'il va avoir dans ce laps de temps qui correspondent à cette ALD pourront donner lieu à une indemnisation. Donc ici, à 2 ans, vous vous rendez compte, on a plus de… ici, on aura plus de 360 jours IJ, hein. Donc, on n'est plus du tout dans le compteur. On ne parle plus de compteur. Ici, tous les arrêts qu'il va avoir sur ce laps de temps pourront être indemnisés dans le cadre de l'ALD. Donc ici, on est bien à plus de 360 jours IJ. On va appliquer sur le premier arrêt en ALD un délai de carence parce qu'on ne l'applique qu'une seule fois. Et du coup, votre salarié, donc il va reprendre le travail au bout de 2 ans. En 2020, il va nous donner finalement par la suite un nouvel arrêt qui est lié à cette ALD. Nous, le début de l'arrêt va être indemnisé. Par contre, à partir du moment où il arrive à la fin des 3 ans, on va notifier un refus. Là, à partir de cet instant, l'arrêt ne pourra plus être indemnisé parce qu'on sort de la période triennale de 3 ans et du coup, votre salarié devra faire une demande d'invalidité. Petite précision, hein, pour ceux qui sont des experts dans l'ALD, si votre salarié reprend 1 an, hein, c'est-à-dire que sur cette période, s'il y a 1 an, nous, à partir de l'arrêt, on peut rouvrir un délai de 3 ans. Mais il faut qu'il y ait une reprise de travail de 1 an. Ici, on voit qu'il ne reprend pas 1 an. Donc, du coup, l'arrêt, on va le mettre en rapport avec cette période triennale. Mais s'il y a 1 an entre les 2 arrêts ALD, s'il y a 1 an de reprise de effective, travail effective sans arrêt en rapport avec cette ALD, on peut rouvrir un délai de 3 ans. Donc, c'est ici, mais c'est soumis toujours au service médical quand même, hein. C'est le service médical qui donne toujours un accord pour qu'on ouvre un délai de 3 ans, hein. Comme on va verser pendant 3 ans des indemnités journalières, nous, c'est toujours le service médical qui nous donne le feu vert, hein, et un accord pour ouvrir cette période de 3 ans. Donc ici, pour ouvrir une période de 3 ans, le service médical va nous donner un avis en disant que voilà, l'arrêt qui a démarré le 1er mai 2018, il y a un accord, c'est bien un arrêt
En allié rapport avec une avec la ALD, LD. il nous donne un accord pour qu'on ouvre une période de 3 ans d'IJ et tous les arrêts que l'assuré va nous donner pendant ces 3 ans qui seront en rapport avec l'ALD vont être indemnisables. Parfait. On va répondre un petit peu aux questions. Donc, on nous demande, juste pour terminer sur la LD, hein, comme on est encore sur le sujet, le temps partiel thérapeutique est considéré comme un arrêt. Il est intégré dans les 3 ans. Donc là, normalement, on a 3 ans d'indemnité temps plein, effectivement, et on peut se rajouter une 4e année de mi-temps thérapeutique, en fait, Oui, à l'issue des 3 ans, hein, mais c'est aussi soumis à l'accord du du service service médical. On médical. peut éventuellement indemniser une 4e année d'ALD, mais c'est uniquement en temps partiel thérapeutique Thérapeutique. et avec un accord du service médical. Comment connaître la liste des ALD exonérantes et non exonérantes? Je pense que Alors, sur Internet. exonérante, on la retrouve sur le site Amélie. Amélie en plus. Non exonérante, ben, en fait, c'est une liste qui n'est pas définie, hein. Donc, les non exonérantes, vous ne les retrouverez pas. C'est vraiment soumis. C'est À l'avis du des. service Voilà. C'est médical, en fait. C'est le- pour ça qu'Canel nous demande effectivement si la dépression peut être ALD ou non ALD. Elle peut être non exonérante, Alors, elle c'est-à-dire sera forcément non exonérante parce qu'elle ne fait pas partie des des ALD, listes. des listes de la liste reconnue, hein, des affections de longue durée exonérantes. Mais par contre, le médecin conseil peut Que nous dire, voilà, le c'est une salarié est en arrêt pour une affection de longue durée, ça peut être une dépression, hein. Mais du coup, ça sera une non ALD non exonérante. exonérante. Donc, non exonérante, ça veut dire que les indemnités seront fiscalisables. Voilà. J'ai un agent qui est hospitalisé un jour par mois pour le traitement d'une ALD. Faut-il compter cette journée en arrêt maladie ou en autorisation spéciale d'absence? Alors, Collectivité territoriale. il a un arrêt, il a un bulletin d'hospitalisation, hein, il ne vient pas travailler pour cette journée. Donc, à partir du moment où il ne vient pas travailler, il va vous fournir Bulletin un bulletin d'hospitalisation en rapport d'hospitalisation avec une ALD. en rapport. Et ce bulletin d'hospitalisation, hein, comme on vous l'a dit avant, vaut pour arrêt de travail. Donc, il faudra nous transmettre, l'assuré, hein, devra nous transmettre le bulletin d'hospitalisation. Comme je le disais, si c'est juste une journée et que c'est lié à une ALD, bah, du coup, on n'appliquera pas la carence, hein, sur Donc, tout ce qui. on payera donc bien les indemnités journalières pour une journée. Voilà, donc s'il a régulièrement une journée par mois, bah, du coup, il Il va faut faire une avoir une attestation. journée. Il faudra faire l'attestation parce que cette journée est indemnisable, hein, dans le cadre de l'ALD. Et du coup, bah, voilà, il faudra faire une attestation de salaire et nous, on indemnisera la journée à chaque fois. On appliquera sur les 3 premiers bulletins d'hospitalisation le délai de carence, donc un jour, un jour, un jour, s'il n'y avait pas d'arrêt auparavant. Donc, on appliquera bien le délai de carence. Donc, si c'est un jour à chaque fois, bah, on appliquera le premier bulletin le premier jour, le deuxième bulletin d'une journée, le deuxième jour de carence et le troisième bulletin, un troisième jour de carence. Et après, les bulletins seront indemnisables. Bon, on va parler des contacts et après, on reprend les questions plus Voilà. ou moins. Bon, les contacts, vous nous connaissez peut-être maintenant. Voilà, donc au niveau des sites à connaître, donc il y a bien sûr le site Net Entreprise, hein, donc ça c'est pour tout ce qui est déclaration d'attestation de salaire, hein. Donc n'hésitez pas à consulter le MOOC, hein, qui se trouve en bas de la page Net Entreprise, parce que du coup c'est vraiment une base vraiment de travail pour vous informer sur tout ce qui est gestion des habitations, donc rajouter des habitations, supprimer, rajouter des déclarants, supprimer des déclarants. Il y a aussi une base de connaissances, hein, n'hésitez pas à la consulter. Et au niveau du deuxième site incontournable, hein, c'est bien sûr le site Amélie Entreprise. C'est là-dessus que vous allez retrouver toutes les informations réglementaires et notamment les informations qui peuvent vous être utiles en tant qu'employeur. N'hésitez pas par ailleurs à aller sur le site Amélie dans la partie entreprise et à identifier la CPM de votre département parce que vous allez retrouver toutes les informations au niveau donc, national, mais aussi au niveau local. Donc ici, si vous allez sur le site partie entreprise et que vous saisissez le code postal 57 000, bah, vous allez retrouver les informations locales de la Moselle et notamment les dates et les liens d'inscription pour nos prochains webinaires. Au niveau des contacts utiles téléphoniques, ben, pour tout ce qui est net entreprise, des problèmes net entreprise, vous pouvez téléphoner à la hotline au 0820 000 516. Pour tout ce qui est suivi de vos dossiers, on vous invite à contacter nos collègues d'Épinal au 36 79. Dès lors qu'un dossier d'indemnité n'est pas réglé ou vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à les contacter. Au Voilà, niveau de… Oui. bon, on va Alors, des répondre. questions-réponses. On va répondre à vos questions. On peut déjà vous donner la date de notre prochain webinaire. Donc, c'est le 27 juin à 10 h. Le thème, on en a discuté entre nous. On pense pouvoir vous présenter un webinaire sur le compte entreprise, mais surtout sur la possibilité de faire vos déclarations d'accident de travail par le compte entreprise. C'est une nouvelle Ok. fonction et on voudrait vous la présenter le 27 juin. Voilà, Voilà. donc on va prendre un petit temps de répondre Alors, on à reprend vos peut-être par questions. le haut.
Alors, ça va suivre Pour rester- plutôt. Alors, Vanessa, le congé maternité doit-il faire l'objet d'un arrêt de la RT du médecin ou cela est-il automatique? Alors, de la RT, je ne sais pas ce que veut dire l'abréviation. Ouais, Quoi qu'il en soit, le congé maternité, alors c'était peut-être pas l'objet de ce webinaire, mais ouais. le congé maternité, le congé est défini par la déclaration de grossesse, hein. Votre La date salarié, présumée de voilà, grossesse, en qui est fait, indiqué sur la déclaration de grossesse. Donc, s'il y a une grossesse, votre salarié doit nous transmettre la déclaration de grossesse. Et nous, en fonction de la date présumée de grossesse, eh ben, on va déterminer le les dates. repos prénatal et Voilà. postnatal. Et en fonction de la composition du foyer, donc s'il y a des enfants à charge Mm. ou non, le délai peut être allongé. Mais pas d'arrêt à transmettre pour un congé maternité. Alors, si l'employeur soupçonne que le salarié abuse d'arrêt maladie, quelles sont les prérogatives pour l'employeur? Alors, il y a une adresse mail qu'on signale régulièrement lors de nos webinaires. C'est vrai qu'on ne l'a pas mise On ne l'a ici. pas mise ici. Effectivement, il y a une adresse mail. Ou alors, vous pouvez, il me semble, encore passer par Sésame. Sésame, l'outil Sésame, pour signaler des soupçons d'arrêt maladie. N'hésitez pas à utiliser le portail Sésame. Contrôle médical ou contrôle administratif, c'est ce que vous demandez et ça sera transmis au bon Voilà. service. Donc, toutes les fraudes, hein, si vous observez des suspicions de fraude, il faut nous les signaler. Et si vous estimez qu'il y a des arrêts de complaisance abusifs, il faut également nous le signaler. Par, Ou par si l'employeur. votre salarié voilà, ne respecte pas les obligations, hein, c'est-à-dire qu'il exerce une activité professionnelle en parallèle ou qui ne respecte pas les heures de sortie, il faut aussi nous signaler. À toutes les fraudes, les arrêts abusifs ou suspicions, hein, vous pouvez nous faire des signalements et nous, on transmet soit au service médical si ça relève de l'ordre médical, soit de sa part au niveau des fraudes, si c'est du non-respect de l'arrêt de travail. Alors, est-ce que le salarié peut vous faire parvenir son arrêt maladie par mail pour éviter les problèmes de la poste? Donc non, on ne prend plus les arrêts maladie par mail. Il faut obligatoirement nous les envoyer par la poste. Quand un employé a 2 employeurs dans le même domaine, mais qu'il est en accident de travail chez un employeur, que fait le deuxième employeur? Alors, attention, alors, je fais juste une petite parenthèse rapidement sur les accidents de travail. Ouais. Donc, si votre salarié travaille dans 2 entreprises et qu'il a un accident de travail chez l'un, donc du coup, c'est l'employeur chez qui il a eu l'accident de travail qui doit faire la déclaration d'accident de travail. L'autre employeur ne doit en aucun cas faire une déclaration d'accident de travail. C'est uniquement chez qui il a eu l'accident de L'accident. travail qui doit faire cette démarche. Par contre, attention, si suite à cet accident de travail, il a un arrêt lié à cet accident de travail, l'arrêt est valable pour les 2 employeurs. Alors là, à ce moment-là, les 2 employeurs Bon, devront faire une attestation de salaire. Et ça sera seulement l'employeur chez qui il a eu l'accident de travail, hein, s'il y a une reconnaissance, qui sera imputée. impacté Voilà. voilà, de son taux. Du coup, Céline nous demande, dans ce cas, est-ce que la première journée est aussi mise en carence pour tous les employeurs? Effectivement, la journée de l'accident, on a dit, il était payable par l'employeur. C'est à la charge de l'employeur, hein. Alors, lorsqu'on fait une DSN pour le dernier jour de travail, si le salarié a travaillé le jour de la consultation, donc premier jour d'arrêt, on l'avait mis dans l'exemple, C'était hein, l'exception, justement, hein. voilà, Si votre salarié il travaille et qu'à l'issue de sa journée de travail, il va voir son médecin, le médecin il va dater à la date où il voit votre salarié. Donc, il faudra bien sûr mettre le dernier jour réel de travail. Il ne faudra pas se placer à la veille. Il faudra bien sûr mettre le jour dernièrement travaillé, donc son jour réel. C'était l'exception de l'exemple, hein. Alors, bonjour. Un salarié avait un arrêt du 5 au 8 juin. Le salarié a souhaité reprendre le 6. Une DSN événementielle a été envoyée avec une reprise anticipée. Finalement, le salarié, après sa journée, s'est rendu compte qu'il n'était pas en état de reprendre. Est-ce qu'il faut un nouvel arrêt du 5 au 8 pour justifier de son absence et avoir une Alors, indemnisation? c'est une super bonne question, hein, c'est vraiment bien de la poser. Alors, attention, si votre salarié reprend de façon anticipée, hein, Oui, oui, s'il estime que son état est compatible avec la reprise de son activité professionnelle et qu'il souhaite reprendre, il n'y a pas de souci, il peut reprendre de façon anticipée. À ce moment-là, vous, employeur, il faut bien sûr nous indiquer la reprise anticipée. Par contre, à partir du moment où il décide de reprendre, ça clôture son arrêt de travail. Donc, s'il souhaite rebasculer en arrêt de travail, il faut à ce moment-là qu'il faire retourne chez son médecin faire et une qu'il refasse prolongation en fait. une prolongation ou un arrêt initial. Mais du coup, il n'y a pas de reliquat. À partir du moment où il reprend, à ce moment-là, il décide lui-même de mettre fin à son arrêt de travail. Donc, du coup, nous, l'arrêt de travail est soldé. Il n'y aura plus d'arrêt. Alors, je n'ai plus les dates en tête, mais à partir du moment où il reprend, ça clôture l'arrêt de travail. Et s'il souhaite repasculer en arrêt de travail, il faut qu'il retourne voir son médecin pour avoir un nouvel arrêt de travail.
même si ça va couvrir la période qu'il avait déjà prescrit par le passé, le médecin, étant donné que le salarié a pris l'initiative de mettre fin à son arrêt de travail et de reprendre, bah, du coup, il faut un nouvel arrêt de travail pour le rebasculer en arrêt maladie. Donc, soit le médecin il coche en initial et il y a une réapplication du délai de carence, soit il coche en prolongation et à ce moment-là, on le raccroche à l'arrêt précédent et on peut neutraliser le délai de carence. Mais il faut un nouvel arrêt de travail. Alors, quand le médecin dématérialise l'arrêt, l'employé doit-il quand même envoyer son arrêt par courrier? Alors, quand le médecin dématérialise un arrêt, le médecin envoie à la caisse primaire le volet 1 et 2. Le volet 3, il l'imprime et le remet au salarié et c'est le volet 3 pour l'employeur. Donc, le salarié doit vous remettre à vous, employeur, son volet 3. Alors, j'ai une question de Hélène qui nous demande donc si le salarié décède pendant son arrêt, l'employeur doit-il faire un signalement à la CPM? Alors, effectivement, hein, à partir, donc ça peut arriver que pendant un arrêt de travail, un salarié décède pendant l'arrêt. Donc, du coup, là, effectivement, il faut nous faire un signalement. Alors, je ne sais pas si une reprise anticipée peut être Même le faite. certificat de décès. Moi, je pense qu'il Oui, faut nous envoyer le certificat de certificat. décès. C'est ce qu'on reçoit en général, les employeurs, c'est ce qu'ils nous envoient, surtout quand il y a subrogation, en fait. Dès lors que vous avez connaissance d'un décès, envoyez-nous le certificat de décès, comme ça on clôture tout de suite. On paye le jour du décès et après on Voilà, arrête. on peut payer jusqu'à la date du décès incluse. Au-delà, du coup, l'arrêt ne sera plus indemnisable. Alors, par signalement, je ne pense pas que ça sera possible parce Non, que je ne sais non, pas il faut si vous, envoyer. dans vos logiciels, vous pouvez, enfin, vous, il faudra faire une sortie, je ne sais pas si le signalement de décès passe, mais en tout cas, il faut nous transmettre assez rapidement, du coup, un certificat de De décès, décès. l'acte de décès pour que nous, on puisse avoir connaissance du décès et qu'on puisse stopper les On va avancer, indemnités. Mathieu, parce qu'il reste Oui, 26 questions. Il est 11h20. avancez. Ouais, on avance un petit peu. Un de nos salariés a été mis en arrêt par son médecin du 20 mai au 30 juin. Il a subi une intervention chirurgicale. Le médecin de l'hôpital lui a prescrit une prolongation du 2 juin au 13 juillet. Est-ce qu'il doit vous envoyer cette prolongation? Oui, puisque l'hospitalisation et la prolongation du chirurgien va au-delà. Il faut toujours nous envoyer tous les bulletins d'hospitalisation, en fait. Alors, est-ce que c'est le médecin qui autorise la reprise anticipée ou bien le salarié peut décider seul de ça? Alors, c'est votre salarié hein, à partir du moment, le médecin finalement, il prescrit un arrêt de travail. Maintenant, si le salarié, il décide d'interrompre, hein, il peut l'interrompre seul. Mais du coup, voilà, comme je disais, ça clôture l'arrêt de travail, hein. Il n'est pas obligé d'aller voir un médecin pour autoriser à mettre fin à son arrêt de façon anticipée. Il peut le faire par lui-même. Par lui-même. Si la salariée est en maternité, puis en arrêt initial maladie, quel est le dernier jour de travail avant la maternité ou la veille de l'arrêt initial maladie? Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est une succession de risques. On entend par succession de risques, maternité, maladie, sans reprise de travail. Donc, le dernier jour sera toujours le même, celui avant le congé maternité. Alors, j'ai une question. Si l'arrêt maladie intervient dans le troisième mois après de l'embauche, on rétablit le salaire sur 3 mois. Alors, effectivement, si votre salarié est en arrêt au bout de son troisième mois, donc si je comprends bien le cas, ça veut dire que le premier mois de référence, c'était le mois de l'embauche, donc vous pouvez rétablir. Par contre, les 2 mois qui suivent, il n'y a plus besoin de rétablir, hein. Il a travaillé en temps plein, donc ça ne sera plus du rétablissement pour de la nouvelle embauche. Oui, il aura Il aura travaillé chez travaillé à vous. temps plein. S'il y a des absences, ça sera pour un autre motif. Ça va être absence pour du congé payé ou de l'absence autorisée, mais ça ne sera plus une absence nouvelle embauche. C'est uniquement pour le mois de l'embauche. Donc là, effectivement, à partir du troisième mois après l'embauche, il y aura uniquement besoin de rétablir le premier salaire pour l'embauche. Je rappelle, seul le mois de l'embauche donne lieu à un Un rétablissement. rétablissement. Notre femme de ménage fait 4h33 par mois, donc elle n'a pas le droit aux indemnités journalières. Est-ce que cela s'applique aussi en cas d'accident de travail? Donc non, en accident de travail, il n'y a pas de condition d'ouverture de droit. Même si votre salarié travaille 1 heure, elle a droit aux indemnités accident de travail, dès lors que l'accident est reconnu. Alors, lorsque le salarié ne transmet pas d'arrêt de travail à la CPM et que nous ne réceptionnons pas d'IJ, sommes-nous également avertis? Alors, oui et non. C'est-à-dire que si vous, vous faites bien votre attestation de salaire et que nous, on n'a pas l'arrêt de travail, nous, on va clôturer votre attestation de salaire en mettant qu'on n'a pas réceptionné l'arrêt de travail. On va vous le mentionner dans le compte-rendu Oui, métier qu'on va vous faire, qu'on va traiter votre attestation. Donc, nous, quand on réceptionne votre attestation, on considère, on garde l'attestation quelques dizaines de jours de côté dans l'attente de réceptionner ou non l'arrêt de travail. Par contre, si au bout d'un certain nombre de mois, on n'a toujours pas l'arrêt de travail, on va clôturer votre attestation de salaire
en vous mettant le compte-rendu que, bah, on n'a pas réceptionné l'arrêt de travail et qu'il convient de se rapprocher de votre salarié, hein, pour lui demander de nous transmettre les volets 1 et 2. Donc vous aurez une information, via le compte-rendu, métier, hein, de l'attestation de salaire, mais il y aura pas un courrier officiel qui va vous dire, «L'arrêt, ne peut pas être indemnisé parce qu'on n'a pas réceptionné l'arrêt de travail». Vous aurez simplement un compte-rendu qui arrivera, par mail. Alors, on va survoler encore un petit peu les questions parce que je vois qu'il est quand même Oui. déjà 11h30, ça fait 1 h 30. C'est vrai que c'est un webinaire intéressant avec beaucoup de Oui. questions, beaucoup d'informations. Du Alors, si le salarié veut reprendre le travail, comme on l'avait dit avant la fin de son arrêt, il ne lui faut pas d'avis médical. On a répondu à cette voilà, question. on essaie vite de survoler s'il y Un avait petit encore peu des des questions. questions, Un parce que arrêt maladie non lié à la grossesse pour une salariée enceinte doit-il être déclaré en maternité ou en arrêt maladie? Ben, si ce n'est pas lié à la grossesse, il doit être déclaré en maladie, hein. On vous avait montré c'est sur la la petite coche de coche l'arrêt. non rapport, donc ça ne sera pas lié à la grossesse. À partir du moment où le médecin met en rapport, c'est à faire en maternité et si c'est une sage-femme, l'arrêt n'est pas recevable. On répète, les sages-femmes ne peuvent pas prescrire d'arrêt, pathologique, hein, lié à une grossesse. Alors, je n'ai pas bien compris si le salarié qui s'absente 1 jour par mois est soumis à des carences. Donc, si son arrêt est lié à une affection de longue durée, comme on l'a dit, 1 fois par mois, il a un arrêt en rapport avec une ALD. En fait, comme il a déjà eu des indemnités en rapport avec cette ALD, on va lui payer sa journée d'absence en rapport avec l'ALD tous les mois, Alors, sans appliquer le délai je de reprends pour carence. être un petit peu plus précis. Quand c'est, des arrêts liés à une ALD, nous, on applique le délai de carence qu'une fois. Donc du coup, si votre salarié, il a un bulletin d'hospitalisation, pour la journée du 1er mai, bah, du coup, nous, on va avoir un avis du service médical qui va nous autoriser à ouvrir, si c'est le premier arrêt, hein, si c'est le premier bulletin d'hospitalisation en lien avec cette ALD, le service médical va nous donner un accord pour ouvrir une période de 3 ans. Donc du coup, nous, sur le premier bulletin d'hospitalisation, on va appliquer une Une fois fois le la carence. carence. Le problème, c'est que c'est qu'un arrêt d'une journée. Donc, on va que pouvoir, sur les 3 jours de carence, on va appliquer une journée de carence. Mais du coup, le deuxième bulletin d'hospitalisation qui intervient dans les 3 années, hein, qui intervient le mois d'après, on va appliquer, du coup, comme c'est aussi un arrêt, un bulletin d'hospitalisation d'une journée, on va appliquer le deuxième jour de carence. Donc, ça fait un jour, un jour. Et du coup, le mois d'après, il va encore avoir un bulletin d'hospitalisation Avec d'une une journée. journée. Bah, du coup, on va appliquer encore une journée de carence pour avoir nos 3 journées de carence. Et après, tous les bulletins d'hospitalisation ou arrêt, et bah, du coup, vont être indemnisables. On ne réappliquera plus le délai de carence. En fait, on va essayer d'appliquer, mais comme l'arrêt est moins de 3 jours, bah, du coup, on va continuer à appliquer sur le bulletin d'hospitalisation d'après, jusqu'à qu'on ait retenu 3 jours. 3 jours de carence. Et après, au-delà, dès qu'on a appliqué 3 jours, et ben à ce moment-là, les arrêts liés à cette ALD seront indemnisables dès le premier jour. Alors, je ne comprends pas le 2030 fois le SMIC. En fait, ça, c'est pour l'ouverture des droits, hein, si on se rappelle bien. Les 2030 fois le SMIC, vous prenez en fait Le le SMIC SMIC horaire, horaire, vous multipliez par 2030 fois, ça vous donne un chiffre, et c'est ce montant qu'on va rechercher sur l'année. Est-ce que votre salarié a à fait… cotiser ou pas. Voilà, Alors de mémoire, juste pour vous donner un petit titre, un petit peu une idée, donc sur 6 mois, donc on avait dit que c'était 1015 15 fois fois le le SMIC SMIC, horaire, donc je crois qu'on était aux alentours avec le SMIC de 2023, je crois qu'on était aux alentours de 11 000 € sur 6 6 mois. mois, Si je ne dis pas trop de bêtises, je ne connais plus le SMIC, il faudrait faire le calcul. Et sur l'année, il faut cotiser sur 2030 2030 fois le fois SMIC, le c'est SMIC payer horaire, en plus de fait. 20 000 €. Donc, il faut cotiser sur plus de 20 000 €. Dans quel cadre entre le cas d'un accident de travail, durée maximum 3 ans, également comme une ALD, carence en cas de rechute? Alors non, en accident de travail, vous avez droit à des indemnités journalières sans limitation, hein, il n'y a Ouais. pas de durée de 3 ans Il n'y a pas de condition d'attribution non plus, hein. plus, C'est-à-dire qu'on indemnise sans étude des droits et il et n'y a on, pas de carence. et on indemnise aussi longtemps qu'on a des arrêts prescrits en lien avec l'accident de travail ou maladie professionnelle. Voilà, Il n'y pas a de pas de carence. droit durée déterminée. Alors, au niveau paternité, Michel nous pose une question. On ne va pas y répondre parce qu'on fait régulièrement des congés paternité, des webinaires. Donc là, si on rentre dans le détail du congé paternité, ça risque d'être long. On va refaire un prochain webinaire paternité. Est-il possible de faire un mi-temps thérapeutique en 3/4 temps? Alors, effectivement, le mi-temps thérapeutique se discute dès lors qu'un salarié a une prescription de mi-temps thérapeutique. Il en informe son employeur et l'employeur, avec concertation du salarié, décide du temps effectif qu'il va travailler. Et Ça peut être du effectivement médecin du travail, hein, pour voir si le poste est adapté aussi, hein. un 3/4 temps. Au niveau de la fonction publique, le 36 79, c'est également le même numéro que vous devez appeler pour le suivi de vos dossiers.
Donc, les contrôles en cas de signalement d'arrêt sont-ils payants? Non, non. Si vous avez des contrôles, hein, si vous souhaitez nous faire des signalements, vous nous les faites, hein. Il faut simplement passer par le portail Sésame pour nous signaler les arrêts abusifs ou les fraudes. Et après, nous, on lance des investigations, hein. C'est gratuit, hein, les signalements, hein. Il n'y a pas de factures qui, après, sont transmises à l'entreprise, hein. Vous faites autant de signalements que vous voulez. À la Nous, case primaire. Par contre, si vous voulez, vous, en tant qu'employeur, mandater vous-même un médecin, là, effectivement, ça sera facturé. C'est vous qui voyez c'est si vous vous après, voulez voilà, parce que là, mandater vous-même, en fait, hein. voilà, c'est un C'est contrôleur privé, du privé, coup, hein. voilà. Si le bulletin d'hospitalisation est accolé à un arrêt initial, il est effectivement considéré comme une prolongation. Alors nous, on va l'enregistrer en initial, mais effectivement, c'est considéré comme une prolongation. Prolongation. Tout sera en continu, hein. Il n'y aura pas de jour entre. À partir du moment où tout se suit, hein, même si le médecin il coche un arrêt initial, nous, on considère que c'est de l'arrêt continu, hein. Donc, nous, on continue d'indemniser sans application du délai de carence. À partir du moment où il n'y a pas de journée entre deux arrêts, nous, c'est de l'arrêt de travail continu, hein. C'est de l'interruption continue. Donc, s'il n'y a pas de jour entre, on continue d'indemniser sans Alors, un application. salarié peut-il déposer son arrêt en main propre et non par courrier? Bonne question. Alors ça, je ne sais pas si au niveau de nos accueils, Ils ils les prennent. prennent. En fait, on a une Heu, boîte aux lettres en plus, donc on imagine bien que les salariés déposent aussi leurs arrêts, ça doit alors arriver. je sais qu'en plus au niveau de l'accueil, maintenant c'est sur rendez-vous, hein, depuis la période covid, il faut prendre rendez-vous. Maintenant, est-ce ils peuvent, je pense que prendre un rendez-vous pour déposer un arrêt, Ouais. c'est Il faudra qu'on se peut-être renseigne quand pas. même. Est-ce que ça doit Ouais. arriver que les salariés déposent directement dans la boîte aux lettres? Après, Est-ce je que pense qu'à l'accueil, ils ne feront pas un accusé de dépôt, le hein. Ils vont dépôt, juste ouais, le je pense pas. Peut-être même le réceptionner et cachet, mettre un cachet dessus quand même. peut-être. C'est vrai que On va on se n'a pas renseigner. l'information au niveau de nos accueils. Peut-être voir comment ça se passe, mais en tout cas, il faut prendre un rendez-vous pour déposer l'arrêt. Ça, je sais que c'est sur rendez-vous. Mais après, je ne pense pas qu'il fasse un accusé de dépôt, comme quoi on a bien pris l'arrêt en main propre pour le transmettre. Ça, c'est vrai que c'est une question sur laquelle on n'a peut-être pas Non, bon, l'information on à va la donner. chercher. Brigitte nous dit qu'elle ne sera pas là pour le 27 juin. Donc, on confirme bien qu'il y aura un replay sur YouTube. Par contre, au niveau du support, effectivement, vous ne pourrez pas l'avoir, à moins que vous vous inscriviez. Ce qu'on vous conseille toujours à vous, employeurs, inscrivez-vous toujours à nos webinaires. Même si vous n'y assistez pas, vous allez recevoir l'enquête de satisfaction et vous aurez donc accès à notre support. Par contre, si vous n'êtes pas inscrit, vous ne recevrez pas l'enquête de satisfaction et vous ne pourrez pas recevoir le D'accord. support. Mais vous pourrez nous retrouver, bien évidemment, sur YouTube en replay. Voilà. Eh ben, Voilà écoutez, on a essayé de balayer l'ensemble des les questions questions. et d'essayer d'apporter le maximum de réponses pour que ça soit clair pour vous. On Voilà. espère qu'on a pu répondre donc à toutes vos questions. On vous dit également qu'on a donc une page LinkedIn si vous voulez suivre aussi un petit peu nos L'actualité actualités. Et on vous invite donc au prochain webinaire du 27 juin. du 27 juin, voilà. Bah, Bonne écoutez, on vous journée. remercie encore pour votre participation. On s'excuse encore d'avoir un petit peu débordé Débordée. sur le temps, mais voilà, on préfère quand même prendre le temps avec vous de répondre à toutes vos questions et d'essayer d'être le plus précis possible. Voilà. On Bonne vous journée. remercie encore de votre participation et de votre présence et on vous dit du coup à bientôt. Au Bonne revoir. journée à vous. Au revoir.